Avant de commencer cette histoire, il y a quelque chose d'important à savoir. Ce récit ne se déroule pas uniquement dans le présent. Tout au long de l'histoire, nous allons constamment voyager entre différentes époques, parfois séparées par des milliers d'années. Nous reviendrons régulièrement dans le passé pour comprendre comment certains événements, certaines décisions et certains personnages ont façonné le monde que nous allons découvrir aujourd'hui. Que ce soit du règne de Tef Adam dans l'Égypte antique aux manipulations de Lazarus Corp dans le présent, en passant par les origines de Hawkman, les erreurs de Ra's al Ghul ou le parcours de John Henry Irons, chaque retour en arrière aura une importance directe sur les événements actuels. Ces changements de temporalité ne sont donc pas de simples flashbacks. Ils permettront de révéler progressivement les secrets, les motivations et les liens qui unissent tous les protagonismes de cette histoire. Alors il faudra rester attentif, car chaque scène du passé contient des réponses qui prendront tout leur sens dans le présent. Donc nous allons plonger dans l'histoire, mais bien sûr juste avant, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de booster. Sur ce, c'est parti. Il y a des années, à 9 millions d'années-lumière de la Terre, la planète Krypton formait une société rigide, strictement divisée en classes. Au sommet siégeait la Ligue des Sciences, tandis que la Guilde des Travailleurs occupait l'échelon le plus bas. Chaque citoyen portait sur la poitrine l'emblème de sa caste. Pour les travailleurs, il s'agissait de l'insigne du travailleur, un symbole ressemblant à un S stylisé. Jor-El et Lara Lorvan appartenaient à cette guilde et vivaient dans les Terres Rouges, une région agricole éloignée des grandes cités kryptoniennes. Autrefois prometteurs, ils avaient été exclus de la Ligue des Sciences en raison de leurs idées jugées dangereuses. Lara pour avoir dénoncé l'absence d'exploration spatiale et Jor-El pour avoir mis en garde contre une quête de progrès menaçant l'équilibre de la planète. Reléguée parmi les travailleurs, Lara devient ouvrière agricole et mécanicienne, tandis que Jor-El exerçait comme ingénieur des mines. Malgré leur statut, ils portaient leurs conditions avec fierté, car la Guilde des Travailleurs représentait le dernier peuple à façonner le monde de ses propres mains, le peuple d'acier. Un jour, dans les mines où travaillait Jor-El, les ouvriers signalèrent un craquement inquiétant provenant d'un puits. Les relevés indiquaient pourtant une stabilité parfaite. Refusant de s'en mettre aux seules données, Jor-El ordonna l'évacuation et il descendit lui-même inspecter les lieux. Ne trouvant rien d'anormal à première vue, il exigea tout de même des analyses plus poussées. Le directeur refusa et ordonna la reprise des opérations. C'est alors que la terre trembla violemment. Le puits s'effondra, le sol se fissura et des gaz radioactifs verdâtres jaillirent des profondeurs, brûlant et tuant tout ce qui les respirait. Jor-El parvint à remonter à la surface de justesse. De nos jours, sur Terre, dans une mine de diamants appartenant à la multinationale Lazarus Corp, des travailleurs migrants étaient contraints de descendre sous terre dans des conditions inhumaines. 3 jours auparavant, ils avaient découvert un gisement d'amiante et tenté d'interrompre le travail, mais les pacificateurs, l'armée privée de l'entreprise, les avaient forcés, sous la menace, à continuer sans protection. L'amiante remontait jusqu'au bidonville où vivaient leurs familles, mettant tout le monde en danger. Pourtant, en redescendant dans la mine, les ouvriers constatèrent que toute trace d'amiante avait disparu et que les diamants avaient déjà été extraits. Certains évoquèrent l'idée de prévenir les autorités, mais Joao, l'un des mineurs, préféra qu'ils remontent simplement les pierres pour toucher leur pays. Lorsqu'un autre mentionna le mystérieux Homme Oméga, Joao lui ordonna de ne jamais prononcer ce nom. La veille, ce dernier avait partagé un repas avec un nouvel ouvrier, un homme étrange et solitaire. Celui-ci affirmait avoir vu les merveilles du monde, mais aussi ses pires injustices. Interrogé sur la vérité, Joao avait répondu qu'elle se trouvait dans la lutte pour ce qui en valait la peine. L'homme avait alors déclaré qu'il n'avait rien pour quoi se battre, avant de disparaître dans la nuit. Le lendemain, un pacificateur frappa Joao pour lui extorquer des réponses sur l'origine des diamants. Alors qu'il s'apprêtait à le tuer, un soldat signala l'absence d'un ouvrier. Il s'agissait de cet homme mystérieux, Kal-El, fils de Jor-El et Lara, qui parcourait depuis des années les installations de Lazarus pour aider secrètement les travailleurs exploités. Pendant la nuit, il avait désamianté la mine et extrait les diamants, mais, épuisé, il s'était endormi avant de pouvoir quitter le camp. Sa combinaison kryptonienne détecta l'arrivée des pacificateurs et le réveilla, se rechargeant à la lumière du soleil pour alimenter ses capacités. Lorsque les soldats encerclèrent sa cabane et exigèrent sa reddition, Kal-El répondit en surgissant à une vitesse fulgurante, détruisant leur véhicule blindé. Les balles tirées sur lui ricochaient sans effet. L'intelligence artificielle de son armure, Sol, lui signala que les armes ennemies utilisaient une technologie extraterrestre et lui conseillaient de fuir. Mais Kal-El, témoin depuis trop longtemps de l'exploitation humaine, refusa de reculer. Il demanda simplement si ses adversaires survivraient à un coup de poing. À la réponse affirmative, il se lança dans le combat, déterminé à protéger les mineurs pris au piège. Malgré l'adaptation constante des armes ennemies, celles-ci restaient incapables de le blesser. En un éclair,
Kal-El rassembla plusieurs ouvriers, dont Joao, et s'excusa de les avoir mis en danger. Joao le reconnut et lui ordonna de fuir avec les diamants. Mais les pacificateurs déployèrent des drones qui le frappèrent de décharges violentes. Submergé par la douleur, Kal-El activa sa vision thermique, perdant temporairement le contrôle. Il détruisit les drones dans une explosion qui mit ses ennemis hors de combat, avant que Saul n'intervienne pour désactiver ses pouvoirs et l'exhorte une nouvelle fois à partir. Alors que les mineurs fuyaient dans la jungle et que les renforts d'élite de Lazarus arrivaient avec des chars et des appuis aériens, Kal-El comprit qu'il devait se retirer. Mais une agente, Lane, surgit dans son dos et se menota à lui avec un dispositif sophistiqué, pointant une arme sur sa tête en le menaçant de mort au moindre mouvement. Pendant ce temps, au siège de Lazarus Corp, dans le Nevada, un scientifique observa la scène à travers un mur d'écran entouré de maquettes de villes miniatures. Au Kansas, une ferme abandonnée portant le nom Kent tombait en ruine, propriété depuis longtemps de la même corporation. Retournons des années plus tôt sur Krypton. Joel rentrait chez lui, le visage marqué par les radiations. Lara accourait inquiète. Elle lui confiait sa peur de l'avenir de leur monde, puis demandait, paniquée, où se trouvait leur fils. Kal-El, encore enfant, apparaissait alors. Ses parents le serraient contre eux, promettant de rester unis face à l'inévitable. Non loin de leur foyer, la Terre s'ouvrait déjà, laissant s'échapper un gaz vert annonciateur de catastrophe. 6 ans plus tôt, sur Krypton, Kal-El se tenait face à son professeur, qui le réprimandait sévèrement. Le jeune élève avait eu l'audace de rédiger lui-même un rapport au lieu d'utiliser le Luminarium, cette immense base de données où la Ligue des sciences avait consigné l'ensemble du savoir kryptonien. Pour ses enseignants, produire un travail sans recourir à cet outil relevait presque de l'insubordination intellectuelle. Dans le présent, sur Terre, Kal-El tentait de se libérer des menottes qui le liaient à l'agent Lane. Malgré sa force colossale, celle-ci résistait. Lane, implacable, lui tira une balle en plein visage. L'impact fut douloureux, mais sans conséquences graves. L'intelligence artificielle de son armure, Sol, annonça qu'elle allait tenter de neutraliser le dispositif. Tandis que l'armure se déployait pour en forcer l'ouverture, les pacificateurs et les phénomènes ouvrirent le feu, indifférents au sort de leur propre agente. Kal-El protégea Lane de son corps, tandis que l'armure libéra un nuage de poussière, de pierres solaires pour les dissimuler. Elle tira de nouveau et lui ordonna de se rendre. Devant l'échec de Saul à briser immédiatement les menottes, Kal-El prit une décision. Il emporterait Lane avec lui, enveloppé dans le nuage. Il s'élança dans les airs. Un héliporteur de Lazarus les prit aussitôt pour cible, utilisant des munitions de haute puissance recommandées par un mystérieux système Brainiac, sans égard pour la vie de Lane. Touchés, ils chutèrent et s'écrasèrent dans un village situé à 13 km de l'est de la Creek. Durant la chute, Kal-El protégea Lane pour amortir l'impact, mais à peine au sol, elle tira encore. Décidément, elle est têtue cette Lois Lane. Elle tenta d'appeler des renforts, mais Sol bloqua la transmission. Kal-El lui demanda pourquoi elle cherchait à l'arrêter malgré les vies qu'il avait sauvées, y compris la sienne. Elle répondit qu'il mettait tout le monde en danger par sa simple existence et exigea de connaître son identité. Il répliqua que Lazarus n'avait que faire des droits humains et traiter les travailleurs comme du bétail, ajoutant qu'elle incarnait tout ce qui n'allait pas sur cette planète, laissant échapper son origine extraterrestre. Lorsqu'elle lui demanda d'où il venait, l'héliporteur ouvrit de nouveau le feu, interrompant leur échange. Les villageois se réfugièrent dans une église. Kal-El, constatant l'indifférence de Lazarus pour les vies humaines, projeta une voiture contre l'héliporteur, le faisant s'écraser, mais l'appareil percuta l'église dans sa chute. Sans hésiter, il se précipita pour secourir les civils, et Hélène le suivit, lui demandant de ne pas s'inquiéter pour elle. Elle observa alors son courage, sa détermination à protéger les innocents, et comprit que ses pouvoirs ne provenaient pas de son armure, contrairement à ce que Lazarus croyait. Elle réalisa aussi qu'il ne maîtrisait pas encore pleinement ses capacités. Lorsqu'il fut distrait, luttant contre sa vision thermique incontrôlable, elle eut l'occasion de tirer à nouveau, mais s'abstint. Il la remercia et commençant à lui faire confiance et s'apprêta à lui révéler le nom de sa planète natale lorsque Sol parvint enfin à briser les menottes. Lane le supplia de rester, mais il s'envola. Les forces de Lazarus investirent le village et ramenèrent Lane à leur quartier général. Là, elle entreprit de rédiger un rapport à l'aide du système Brainiac, censé générer automatiquement ses conclusions à partir de ses réponses. Mais le résultat déformait ses propos, présentant Kal-El comme une menace à éliminer, alors qu'elle percevait une réalité bien plus nuancée. Ignorant que Brainiac n'était pas une simple intelligence artificielle, mais une entité mystérieuse observant depuis le laboratoire aux villes miniatures, elle choisit de rédiger son rapport elle-même. Sur Krypton, autrefois, Lara travaillait sur une combinaison spatiale expérimentale capable de servir de vaisseau, un concept qu'elle avait imaginé dès l'enfance. Pendant ce temps, Jor-El poursuivait ses recherches pour prouver que la planète courait à sa perte. Leur plan consistait à présenter aux Clérix des preuves irréfutables ainsi qu'un projet d'évacuation. Mais Lara doutait. Jamais les dirigeants n'écouteraient de simples travailleurs et même s'ils le faisaient, le temps manquait pour sauver tout le monde.
Joël affirma alors que, si la Ligue refusait d'agir, il volerait assez de pierres solaires pour permettre à Lara de construire un vaisseau et de fuir avec ceux qu'ils aimaient. Dans le présent, Lane termina finalement son rapport en consignant ses observations avec honnêteté et nuance. À sa propre surprise, elle éprouva une certaine satisfaction à l'écrire. Elle le signa simplement, écrit par Lois Lane. Pendant ce temps, Kal-El traversait à pied le Venezuela. Sur sa route, un panneau couvert de graffitis attirait l'attention. Lazarus signifiait mort et rejoignait les Omega Men. Au village qu'il avait quitté, les équipes de Lazarus collectaient des échantillons, tandis que les pacificateurs rassemblaient les survivants. Parmi eux, un certain Smith, encore marqué par sa confrontation avec Kal-El, déclara froidement qu'aucun des villageois n'appréciait ce que Lazarus avait fait pour eux. Puis sans hésitation, ils ouvrirent le feu sur les civils. 6 ans plus tôt, comme je vous ai prévenu au début, nous allons faire des sauts dans le présent et dans le passé. Sur Krypton, Jor-El et Lara emmenèrent leur fils camper dans le mont Rao. Au cours du voyage, ils leur expliquèrent que son professeur les avait contactés. Kal-El refusait d'utiliser le luminarium pour ses devoirs et insistait pour écrire avec ses propres mots. Jor-El, lui, fit remarquer qu'il rompait ainsi avec 3000 ans de tradition kryptonienne. Mais Kal-El répondit que les textes de luminarium lui semblaient vides, alors qu'écrire lui-même lui donna un sentiment de vérité. Ses parents, loin de le réprimander, l'encouragèrent à suivre cette voie, même si cela devait lui attirer des ennuis. Ils lui affirmèrent leur confiance, certains qu'il trouverait sa propre destinée. Kal-El, quant à lui, déclara que quoi qu'il fasse, il reviendrait toujours aux terres rouges et à la vie simple de sa famille. Cette idée troubla profondément Jor-El, qui s'éloigna sans un mot dans les grottes pour prélever des échantillons. Plus tard dans la nuit, Kal-El surprit ses parents en train de pleurer en silence. Dans les jours qui suivirent, il remarqua des changements inquiétants. Sa mère passait tout son temps dans son atelier, tandis que son père apportait régulièrement de la pierre du soleil. Une nuit, poussé par la curiosité, Kal-El les espionna. Ils entendirent Jor-El affirmer qu'il détenait enfin une preuve irréfutable du destin de Krypton et qu'il devait le présenter aux Clérix. Lara, lucide, lui répondit qu'il ne les écouterait pas. Au pire, il les condamnerait pour hérésie. Elle ajouta qu'il devait cesser de chercher l'approbation de ceux qui n'avaient pas le droit de décider du sort du monde. Un aboiement de crypto attira l'attention de Kal-El à l'extérieur. Ce qu'il découvrit le glaça. Des dizaines d'animaux morts en décomposition, d'où s'échappait du gaz verdâtre. Il enfourcha sa moto et parcourut les terres rouges. Partout, le même spectacle de désolation. Récoltes détruites, lacs empoisonnés, faune décimée. Des rumeurs évoquèrent des catastrophes encore plus vastes ailleurs. Océans en ébullition, chutes de feu déchaînées, volcans desséchés. Pourtant, les médias officiels minimisaient ces événements, les qualifiant de simples incendies isolés liés à des fuites de gaz naturels. Une semaine plus tard, la classe de Kal-El partit en excursion à Kandor. Durant le trajet en train, un tremblement de terre provoqua un déraillement massif sous leurs yeux. Kal-El consigna soigneusement tout ce qu'il observa et l'afficha à l'école. Mais à leur arrivée, ses notes avaient disparu, effacées à distance, et une convocation avait été envoyée à ses parents. À Kandor, les élèves de la Guilde des Travailleurs furent conduits aux salles de la sagesse, cœur de la Ligue des Sciences. Lorsque le professeur demanda qui souhaitait rejoindre la Ligue, tous levèrent la main sauf Kal-El. Lorsqu'un élève demanda où se trouvaient les Clérix, le professeur coupa court, refusant toute question. Alors que la classe poursuivait la visite, Kal-El resta en arrière, observant la ville depuis les hauteurs. C'est alors qu'il entendit une altercation. En s'approchant, il découvrit son père, arrêté par des officiers de la Guilde des Justiciers. Jor-El criait qu'ils étaient tous en danger et qu'ils devaient parler aux Clérix, mais les officiers le traitaient d'hérétique. Kal-El intervient, mais l'un des agents l'assomma. Revenu à lui, il se releva et courut jusqu'à chez lui pour prévenir Lara. Sans hésiter, cette dernière enfila son armure et saisit une arme artisanale. Elle ordonna à Kal-El de la suivre, tout en lui précisant que, si quelque chose tournait mal, il devrait fuir et contacter Sol. Ils retournèrent à Kandor et se rendirent au siège de la Guilde centrale de la justice. Là, les officiers tentèrent d'arrêter Kal-El, l'accusant de vouloir diffuser des informations interdites. Lara ouvrit alors un passage, utilisant son armure, son arme projetant de la lave et l'aide de Crypto, équipée d'un bouclier de pierre solaire. Pendant ce temps, le Luminarium accéléra le procès de Jor-El, le déclarant coupable et le condamnant à mort immédiate. Mais Crypto surgit dans les cellules et neutralisa les gardes. Lara le rejoignit, éliminant les défenses restantes et libérant Jor-El. Kal-El, de son côté, trouva étrange l'absence de renfort. Il récupéra les codes d'un officier neutralisé et accéda à un terminal. Ce qu'il y découvrit confirma ses pires craintes. Les Clérix avaient construit des vaisseaux spatiaux, mais uniquement pour sauver l'élite de Krypton. Le reste de la population était condamné. La famille regagna les terres rouges. Jor-El et Lara tentèrent d'annoncer la vérité à leur fils, mais Kal-El leur révéla ce qu'ils savaient déjà. Il pensa qu'ils comptaient l'envoyer seul dans l'espace, mais ils le serrèrent dans leurs bras, lui assurant qu'ils ne l'abandonneraient jamais. Et ils lui montrèrent alors le vaisseau qu'ils avaient construit en secret, destiné à sauver leurs proches et tous ceux qui pourraient emmener. Lara regretta de ne pas pouvoir sauver tout le monde, tandis que Jor-El reçut une alerte.
la vérité venait d'être révélée à travers le Luminarium. Les clérics savaient que Krypton était condamné et avaient choisi de sauver uniquement les leurs. Comprenant que cette fuite venait de Kal-El, ils échangèrent un regard rempli de fierté, levant les yeux vers le vaisseau. Kal-El demanda simplement où ils allaient. Dans le présent, sur Terre, à Smallville, une femme âgée nommée Martha Kent s'éteignait lentement dans une maison de retraite. Atteinte d'une démence avancée, elle appelait sans cesse son fils. Pourtant, son dossier médical affirmait qu'elle n'avait jamais eu d'enfant. Lois Lane, quant à elle, entreprit de parcourir les différents centres de Lazarus où Superman avait été aperçu, tous situés dans les régions les plus pauvres et les plus dévastées du globe. Partout, elle tenta de convaincre les travailleurs, notamment Joao, de lui parler de lui. Elle affirmait que ce n'était qu'une question de temps avant qu'un accident ne survienne et qu'elle voulait l'aider avant qu'il ne soit trop tard. Mais tous refusèrent, même lorsqu'elle chercha à gagner leur confiance en affrontant et en arrêtant des pacificateurs violents. Le silence demeura. Joao finit par lui dire la vérité. Si elle poursuivait Superman avec autant d'acharnement, c'était parce qu'elle avait été changée par lui. Sa présence l'avait transformée et elle ne pouvait plus faire marche arrière. Les travailleurs ajoutèrent qu'elle ne le trouverait jamais et que le jour viendrait où il cesserait de contenir sa colère face au crime de Lazarus. Ce jour-là, disent-ils, il les tuerait tous et eux prieraient pour que cela arrive. Lois se rendit ensuite au Pakistan, sur les lieux du dernier affrontement entre Superman et les forces de Lazarus. Tandis qu'elle examinait les débris, son père, Sam Lane, l'appela. Il lui reprocha d'agir seul, sans escorte, et affirma que Superman était trop dangereux pour qu'on tente de dialoguer avec lui. Selon lui, il fallait le détruire. Lois répondit que, malgré les dégâts matériels causés, Superman n'avait tué personne et qu'elle refusait de croire qu'il soit une menace. Elle expliqua aussi que, pour obtenir la confiance des gens, elle devait se présenter sans armée derrière elle. Sam, ancien général amputé des 2 jambes, lui raconta alors l'histoire d'un soldat qui avait agi de la sorte et avait été capturé puis torturé à mort par les Omega Men. Lois coupa court. Elle connaissait déjà cette histoire. Il l'avait forcée à en regarder la vidéo lorsqu'elle était enfant. Elle raccrocha lorsqu'il lui reprocha de rédiger ses rapports elle-même au lieu de laisser Brainiac s'en charger. Déterminée, elle se rendit dans les bas-fonds d'Orangito, espérant attirer Superman. 2 silhouettes l'observaient depuis l'ombre. Dans un centre Lazarus, Christopher Smith, le pacificateur impliqué dans le massacre au Brésil, subissait une prétendue thérapie. Face à lui, le système Brainiac, en réalité, l'homme du laboratoire aux villes miniatures, analysait ses réponses. Smith, au bord de l'effondrement, avoua avoir tiré sous l'effet de la rage après avoir été humilié par Superman. Il reconnut que le fait qu'aucun civil n'ait été touché relevait du hasard, ses mains tremblantes incontrôlables. Pourtant, Lazarus réécrivait la réalité, affirmant que son arme s'était déclenchée accidentellement et que son sang-froid avait évité un massacre. En larmes, Smith supplia de parler à un être humain, mais Brainiac se contenta de lui fournir une nouvelle arme et de le renvoyer sur le terrain, malgré ses protestations. À Orangito, Lois tendit une embuscade à l'un de ses poursuivants, un membre des Omega Men surnommé Alpha. Elle l'accusa de vouloir la tuer, mais il nia et tenta de lui expliquer que Lazarus reposait sur des mensonges. Pour lui prouver qu'il ne cherchait pas à la blesser, il utilisa une grenade assourdissante pour la désorienter, espérant ainsi engager le dialogue. Mais Lois refusa de l'écouter et l'attaqua. Pendant leur affrontement, Alpha tenta de lui faire comprendre que les Omega Men cherchaient à sauver le monde et que Lazarus n'était pas ce qu'elle croyait. Elle rejeta ses propos, les qualifiant de terroristes. Lorsqu'elle reprit suffisamment ses esprits pour le mettre en joue, Alpha, résigné, lui confia qu'il espérait qu'elle aurait compris après tout ce qu'elle avait vu. Puis, pressé par le temps, il lui murmura de fuir. Décidément, cette Lois a le cerveau bien lavé. Omega Prime surgit alors et ouvrit le feu sur Lois. Alpha tenta de l'arrêter, affirmant qu'il pouvait encore la convaincre, mais Omega Prime refusa et lui ordonna de s'écarter. Brainiac déclencha aussitôt l'envoi de renforts et les pacificateurs envahirent la zone, parmi lesquels Smith, toujours marqué par ses précédents affrontements. Omega Prime, révélant être responsable de la mutilation de Sam Lane, chargea Lois, une Zylander à la main. Alpha, désespéré, braqua son arme sur les 2 camps, implorant une pause. C'est alors qu'un nuage de poussière de pierres solaires envahit la rue, contournant Lois et repoussant les Omega Men. Superman descendit du ciel et se posa devant elle. Omega Prime tenta aussitôt de le rallier à leur cause, affirmant que les Omega Men pouvaient l'aider à combattre Lazarus, mais Superman le repoussa sans amour. Il ordonna ensuite à Lois de cesser de le chercher. Elle tenta de lui expliquer qu'elle voulait simplement parler, mais les pacificateurs intervinrent et l'évacuèrent de force. Face à Superman, ils braquèrent leurs armes. Smith, hors de lui, cria qu'il se souvenait de lui. Superman répondit calmement qu'il ne le connaissait pas, puis les neutralisa tous d'un souffle glacé. Il s'éloigna d'un bond, laissant derrière lui des soldats figés et une Lois Lane furieuse,
réprimandant ses propres alliés sous les rires nerveux des civils. Les Omega Men se replièrent. Omega Prime gifla Alpha pour ne pas avoir tué Lois lorsqu'il en avait eu l'occasion. Mais Jimmy, absorbé par les images de Superman sur son téléphone, l'écoutait à peine. Il affirma croire en la bonté de Lois et être convaincu qu'elle pouvait encore comprendre la vérité. De leur côté, les pacificateurs libérèrent Smith de la glace. Encore sous le choc, il reprit ses esprits pour découvrir qu'il était maîtrisé et menotté par ses propres hommes. Lorsqu'il demanda ce qui se passait, ils lui montrèrent les corps sans vie qu'il avait laissés derrière lui. 6 ans plus tôt, sur Krypton, la famille L luttait pour survivre. Poursuivis par une horde de soldats de la Guilde de la Loi envoyés pour les éliminer, ils se frayèrent un passage à travers leurs rangs et parvinrent à s'échapper à bord de leur vaisseau. Leur destination, le Mont Rao, où leurs amis et voisins les attendaient dans l'espoir de fuir ensemble la catastrophe imminente. Mais l'espoir avait ses limites. Lara savait qu'elle ne pouvait pas accueillir davantage de passagers sans compromettre l'intégrité du vaisseau. Chaque place supplémentaire risquait de condamner tout le monde. Tandis que Krypton se fissurait et se désagrégèrent sous leurs yeux, Kal-El observait ce monde qu'il aimait disparaître. Dans ce chaos, il fit une promesse silencieuse. Où qu'ils aillent, le prochain monde serait meilleur, quel qu'en soit le prix. Dans le présent, sur Terre, la colère de Superman atteignit son paroxysme après le massacre commis par Smith. Il s'introduisit dans un avant-poste des pacificateurs au Pakistan, pulvérisant sans effort toutes les défenses sur son passage. Mais une fois à l'intérieur, il constata que Smith n'était pas là. Il ordonna à Saul de pirater les systèmes de Lazarus pour le localiser, mais l'intelligence artificielle lui expliqua que leur défense dépassait toute technologie terrestre et que les données concernant Smith étaient lourdement cryptées. Frustré, Superman saisit un pacificateur et exigea des réponses. L'homme, terrifié, affirma ne rien savoir et le supplia de ne pas le tuer. Ce simple instant suffit à briser l'élan de rage de Superman. Réalisant ce qu'il était en train de devenir, il relâcha sa prise. C'est alors que Saul détecta une intrusion. Une entité nommée Brainiac tentait de pénétrer ses systèmes. En retour, Saul parvint à localiser son origine, un laboratoire de Lazarus dans le Nevada. Là, il découvrit une vision cauchemardesque, des villes extraterrestres miniatures enfermées dans des sortes de bouteilles, peuplées d'êtres réduits à l'état de captifs, hurlant sans fin. Brainiac tenta alors d'entrer en contact, proposant un marché. Il révélerait la position de Smith en échange d'un dialogue avec Superman, mais celui-ci refusa, ignorant l'offre et quitta les lieux d'un bond. Dans le passé, les réfugiés kryptoniens embarquèrent à bord du vaisseau de L. Celui-ci fusionnait avec chacun d'eux, formant autour de leur corps une combinaison spatiale adaptée à la survie dans le vide. Avant de monter, Kal-El s'attarda un instant, ramassant une poignée de la terre de Krypton. Le sol se déroba sous ses pieds, mais Krypto le rattrapa et ses parents le hissèrent à bord en urgence. Pendant ce temps, dans les grandes cités, la population s'était soulevée. Ayant découvert que l'élite comptait fuir seule, le peuple tenta de prendre d'assaut les vaisseaux de la Ligue des Sciences, mais aucun de ces appareils ne survécut. Tous furent détruits et s'écrasèrent peu après leur décollage. Un seul parvint à s'élever, celui de la famille L. Dans les cieux, un calme étrange envahit Kal-El. Pour la première fois, il crut possible qu'il s'en sorte. Il aperçut un enfant terrifié observant la destruction de Krypton à travers un écran et tenta de le rassurer, lui affirmant qu'il était à bord du meilleur vaisseau jamais construit. Mais l'illusion ne dura pas. Un fragment colossal de la planète en explosion heurta le vaisseau de plein fouet, le réduisant en morceaux. Les réfugiés furent projetés dans le vide, leur combinaison se transformant en capsules de survie individuelles. Une à une, elles furent détruites par les débris qui envahissaient l'espace. Bientôt, il ne resta plus qu'une seule capsule intacte, celle de Kal-El. Sa fusée s'éloigna de Krypton, désormais réduite en un cataclysme incandescent. À travers les communications, Kal-El appelait désespérément ses parents, sa voix brisée par les sanglots, implorant une réponse qui ne viendrait jamais. Dans le présent, Superman atterrit au bord d'une autoroute du Kansas. Le silence de la plaine contrastait avec le tumulte qui portait en lui. Il confia à Saul qu'il ne voulait pas connaître la position de Smith, non par indifférence, mais par peur de ce qu'il pouvait faire s'il le retrouvait. Il avait besoin de recul, de se reconnecter à ce qu'il avait perdu. Alors seul, il se mit en marche vers la ville la plus proche, Smallville. Nous retournons de nouveau dans le passé. Seul dans l'immensité de l'espace, Kal-El et Saul errèrent pendant des mois à la recherche d'un monde habitable. En vain, le poids du traumatisme, la perte de Krypton, de sa famille et l'absence de toute perspective finirent par briser lentement l'esprit de Kal-El. D'abord accablé par une profonde tristesse, il sombra ensuite dans une colère sourde, avant de se figer dans une résignation glaciale. Après 17 mois et 14 jours de dérive, à des millions d'années-lumière de son monde natal, Kal-El perdit toute volonté de continuer. Lorsqu'il atteignit un nouveau système, il supplia Saul de le précipiter dans le soleil jaune, mettant ainsi fin à ses souffrances. Mais Saul refusa catégoriquement. Sa directive première était de le maintenir en vie. En analysant le système, l'IA détecta que la troisième planète pouvait abriter la vie. Elle annonça la découverte, mais Kal-El, à peine conscient, fut submergé par une sensation nouvelle,
une chaleur intense, suivie d'une douleur fulgurante provoquée par les rayonnements du soleil jaune. Il hurla à Saul de s'éloigner, mais au lieu de cela, l'IA amorça la descente vers la planète. Les cris de Kal-El résonnèrent alors qu'il plongeait vers la surface. Sur Terre, au Kansas, Jonathan et Martha Kent observaient leurs champs ravagés par une sécheresse inexplicable. Leur ferme était la seule à être privée de pluie depuis des mois. Martha était convaincue que Lazarus manipulait le climat pour les forcer à vendre leurs terres, comme tant d'autres autour de Smallville. Jonathan, plus sceptique, pensait que ces rumeurs faisaient partie d'une stratégie de peur orchestrée par la corporation elle-même. Malgré tout, il savait qu'il était au bord de la ruine. Face à une puissance aussi écrasante que Lazarus, leur chance était inexistante. Martha murmura qu'il leur faudrait un miracle. Ce miracle arriva sous la forme d'une chute de feu. La capsule de Kal-El s'écrasa non loin de la ferme. Il en émergea en flammes, hurlant de douleur. Saul, à court d'énergie, annonça son arrêt imminent. Le vaisseau se désagrégea en poussière de pierres solaires, se fondant dans une armure désormais réduite à quelques fragments autour du corps de Kal-El. Les Kent accoururent. Dans une langue inconnue, il les implora avant de perdre connaissance. Jonathan, inquiet, craignait qu'il ne soit dangereux, mais Martha, bouleversée, y vit un signe, une réponse à leur prière. Ils le recueillirent. Pendant des semaines, Kal-El oscilla entre conscience et délire. Son corps, en pleine adaptation à l'environnement terrestre, subissait des transformations violentes, fièvre, spasmes, décharges d'énergie incontrôlées. La maison elle-même en portait les cicatrices. Jonathan, de plus en plus inquiet, finit par dire tout haut ce qu'il redoutait. Un jour, cette tête les tuerait sans le vouloir. Il fallait s'en séparer, mais Martha refusa. Pour elle, cet enfant, car c'est ainsi qu'elle le voyait, avait déjà trop souffert. Peut-être ne pouvait-il pas sauver leur ferme, mais il pouvait encore sauver lui. Puis, un matin, tout changea. Kal-El se réveilla brusquement, guéri. Pris de panique, il s'enfuit traversant les murs et les champs à une vitesse incontrôlable, jusqu'à ce que le monde devienne flou autour de lui. Lorsqu'il parvint à s'arrêter, au milieu d'un champ de blé, il leva les yeux vers le soleil couchant. Quelque chose en lui reconnut cet endroit. D'une manière inexplicable, cela lui rappelait Krypton, les terres rouges. Il revint. Durant les 2 semaines suivantes, Kal-El vécut auprès des Kent. Malgré la barrière de la langue, un lien profond se forma. Pour Jonathan et Martha, il devint le fils qu'ils n'avaient jamais eu. Chacun trouva en lui une raison de continuer. Lorsque Saul se réactiva enfin, il confirma ce que Kal-El avait ressenti. Le soleil jaune surchargeait ses cellules, lui conférant une puissance nouvelle, instable. L'armure fut restaurée pour l'aider à la contrôler. Kal-El demanda alors à Saul de lui apprendre la langue locale. Pour la première fois, il put parler avec les Kent. Peu après, Saul détecta des drones de contrôle météorologique de Lazarus au-dessus de la ferme. Il les désactiva et, pour la première fois depuis des mois, la pluie tomba. Pendant 3 jours, la terre revint à la vie. Et pendant un instant, Kal-El crut avoir trouvé un foyer. Mais cet instant ne dura pas. Un passant le dénonça comme immigré illégal. Les pacificateurs envahirent la ferme. Kal-El, d'abord confus, tenta de dialoguer, persuadé qu'il pouvait expliquer qui il était. Mais les Kent comprirent avant lui. Il n'y aurait pas de discussion. Ils lui dirent de fuir. À cet instant, Kal-El réalisa que la Terre n'était pas différente de Krypton, dirigée par des forces tout aussi cruelles et aveugles. Alors il s'envola. Il quitta la ferme. Il pleura 2 mondes qu'il n'avait pas pu sauver. Dans le présent, Lois Lane trouva Martha Kent dans une maison de retraite à Smallville. Elle demanda à lui parler, cherchant des réponses. Au même moment, dans les installations de Lazarus au Nevada, Brainiac observait la scène. Il informa son maître que tout était en place. Dans l'ombre, le directeur de Lazarus sortit lentement d'une fosse de régénération. Ra's al Ghul. D'une voix calme, il déclara que le salut approchait. Bientôt, affirma-t-il, Superman s'agenouillerait devant lui. Une équipe d'intervention des Omega Men s'infiltra dans le centre de recherche et développement de Lazarus Corp, dans le Nevada. Leur objectif était clair, localiser et neutraliser le serveur du système Brainiac. Pourtant, en pénétrant dans les installations, ils furent frappés par un détail troublant. Le complexe semblait désert, malgré une consommation énergétique colossale, comme si quelque chose d'invisible fonctionnait en permanence. Puis, sans avertissement, l'horreur commença. Une éclair violet traversa la pièce et frappa l'un des membres de l'équipe. Sa peau se désintégra instantanément, le laissant hurler avant de mourir d'une agonie insoutenable. Presque simultanément, les autres entendirent une voix inconnue résonner dans leur esprit, comme si une entité s'était connectée de force à leur réseau télépathique. Un second s'effondra, paralysé, son corps se liquéfiant de l'intérieur tandis qu'il suppliait qu'on abrège ses souffrances. Un troisième vomit ses propres os, son organisme se retournant littéralement contre lui. Le dernier survivant tenta de fuir. Trop tard, la foudre le frappa à nouveau, et sa main se mit à enfler de manière grotesque, déformée au-delà du reconnaissable. Des formes semblables à des cellules virales géantes surgirent et l'assaillirent. C'est alors que Brainiac apparut.
Un cyborg extraterrestre à l'esprit brisé emmena sa proie dans les profondeurs de son laboratoire. Il démembra méthodiquement l'homme Oméga encore vivant, préservant son cerveau dans un bocal tout en le maintenant connecté à son corps mutilé. Frustré, presque hystérique, Brainiac se plaignait de ne pas comprendre Superman. Il hurla à ses cités miniatures, enfermées dans des bouteilles, qu'elles étaient inutiles, incapables de lui fournir la moindre réponse. Dans un accès de rage, il brisa l'une des 3 fioles, écrasant sans remords les êtres minuscules qu'elles contenaient. Puis, aussi soudainement qu'il s'était emporté, il se calma. Face à sa victime, il déclara qu'il allait raconter son histoire, non pas par compassion, mais parce qu'il n'avait presque jamais l'occasion de parler. Il expliqua qu'il venait d'une civilisation entièrement dédiée à l'accumulation du savoir, le collectif Brainiac. Tous ses membres portaient le même nom, différenciés uniquement par des identifiants numériques. Lui-même n'était qu'un effecteur du niveau 0, le rang le plus bas. Son existence avait été conçue pour une seule tâche, rester enfermé dans une pièce d'un vaisseau et pelleter sans fin les cadavres de ses semblables dans un système de recyclage. Pendant 2844 jours, il exécuta cette tâche sans interruption. Puis, un jour, il trouva un survivant parmi les morts. Ce Brainiac, identifié comme 8 238 759, se jeta sur lui dans une rage incontrôlable et le poignarda à la tête, exposant son cerveau. Malgré les blessures, 419 732, et oui, ils ont de sacrés numéros ceux-là, parvint à le tuer avec sa pelle. Mais quelque chose s'était brisé en lui. La douleur, l'isolement, la répétition infinie, tout cela l'entraîna lentement vers la folie. Des milliers de jours plus tard, il parlait aux cadavres comme s'ils étaient encore en vie, imaginait leurs louanges, leur reconnaissance, puis un jour, les corps cessèrent d'arriver, le silence remplaça l'horreur. Finalement, après des dizaines de milliers de jours, il quitta sa prison et parcourut le vaisseau. Il n'y trouva rien. Sur la passerelle, un dernier Brainiac était assis mort, probablement suicidé. Il jeta ce dernier corps dans le liquidateur et, dans un moment de délire lucide, se proclama unique survivant, le seul Brainiac. Il erra ensuite à travers les étoiles pendant des années, collectant des cités entières, réduites et enfermées dans une bouteille, jusqu'à atteindre la Terre. Mais une énigme résistait à toute son intelligence, Superman. Incapable d'en déterminer l'origine, il contacta pour la première fois depuis des siècles le collectif Brainiac. Il leur transmit toutes ces données, y compris des traces de poussière de pierre solaire laissées par Superman, et demanda leur analyse. La réponse fut cinglante. Ces relevés étaient jugés erronés. Aucune espèce connue ne correspondait à une telle puissance. Il fut réprimandé pour avoir fait perdre du temps au collectif. Toutefois, une voix s'éleva. L'un des Brainiacs reconnut la signature de la pierre solaire. Elle provenait de Krypton, une planète détruite et jugée insignifiante. Elle transmet les données chimiques issues de ses analyses récentes du site. Mais avant que l'échange ne se poursuive, les autres Brainiacs exigèrent de savoir à qui il parlait réellement. Alors, il coupa la communication. De retour dans son laboratoire, il tua l'homme Oméga sans la moindre hésitation, puis synthétisa un échantillon du matériel radioactif kryptonien. Plus tard, il pénétra dans une autre salle. Là, Christopher Smith subissait une transformation en cyborg, conscient, sans aucune anesthésie. Ses cris résonnaient dans tout le complexe. En apercevant Brainiac, il le supplia de mettre fin à ses souffrances. Mais Brainiac refusa. Il lui expliqua qu'il n'était pas puni, il était préparé pour une mission, sur ordre direct de Ra's al Ghul. Une mission qui se déroulerait bientôt dans ce qui deviendrait la zone de guerre la plus dangereuse au monde, le Kansas. À Metropolis, au sommet du gratte-ciel abritant le siège de Lazarus Corp, Ra's al Ghul menait une conférence téléphonique avec la Ligue des actionnaires. D'une voix calme et posée, il commentait les résultats financiers de l'entreprise, tout en affrontant une escouade d'assassins des Omega Men infiltrés dans son bureau. Sans interrompre son discours, il neutralisa ses assaillants un à un. L'un d'eux fut projeté dans une fosse de Lazarus, son corps rajeuni jusqu'à redevenir celui d'un nourrisson. Les autres furent éliminés à main nue. Comme si de rien n'était, Ra's annonça à ses interlocuteurs que le jour de la résurrection était arrivé, conformément au plan de Lazarus. Puis, mettant fin à l'appel, il saisit le nourrisson et le jeta du haut de la tour, à Smallville, en pleine nuit. Superman s'introduisit discrètement dans la maison de retraite où vivait Martha Kent. Il déposa sur la table de chevet quelques coquillages qu'il avait ramenés de ses voyages et lui avait un jour confié qu'elle rêvait de voir les 5 océans. Lorsqu'elle se réveilla, cependant, son regard était vide. L'Alzheimer avait effacé jusqu'au souvenir de lui. Elle appela à l'aide, dévastée, Kal-El s'enfuit dans la nuit. Il erra dans les rues de Smallville, constatant que la ville avait changé. Commerce fermé, bâtiments rachetés par Lazarus, vie étouffée. Devant un vieux cinéma, Jimmy Olsen et Lois Lane l'abordèrent chacun de leur côté, tentant de lui parler. Il refusa, affirmant vouloir rester seul, se détachant de tout ce qu'il pouvait dire. Les deux journalistes commencèrent à se disputer, chacun accusant l'autre, et profitèrent de leur propre agitation pour le perdre de vue.
Mais Lois renonça pas. Elle l'interpella à nouveau, révélant qu'elle savait qu'il revenait sans cesse à Smallville. Les sauvetages inexpliqués et les apparitions soudaines en témoignaient. Jimmy, de son côté, l'accusa d'être complice de la destruction progressive de la ville par Lazarus. La tension monta entre eux. Saul conseilla à Kal-El de partir, de ne pas s'impliquer, mais cette fois, il refusa. Une vague de poussière de pierres solaires envahit la rue tandis qu'il se précipitait vers eux. Il cria qu'il était revenu ici pour tenter de résister à l'envie de tuer Smith, mais ses forces l'abandonnèrent soudainement. Il s'effondra, une blessure béante à la poitrine. Des hélicoptères apparurent, les pacificateurs descendirent en force. Jimmy, croyant en une trahison, braqua son arme sur Lois. Elle fit de même, niant toute implication. Malgré leur opposition, il lui lança une vérité simple. S'il ne coopérait pas immédiatement, Superman mourrait et il devait vivre avec cela. Ensemble, ils le traînèrent dans une pharmacie voisine. À l'extérieur, les pacificateurs suivaient la trace de sang. Smith, désormais capitaine et transformé par des augmentations cybernétiques, prit le commandement. Il ordonna à ses hommes de sécuriser le périmètre, préférant traquer lui-même Superman. Dans la pharmacie, Saul tenta d'extraire la balle. Il découvrit avec horreur qu'elle était composée de matériaux kryptoniens conçus pour affaiblir Kal-El. Jimmy proposa de l'emmener auprès des Omega Men, mais avant qu'il n'agisse, Smith défonça le mur et passa à l'attaque. Un combat brutal s'engagea. Affaibli par la balle, Superman peinait à résister, tandis que la force accrue de Smith lui donnait l'avantage. Lois et Jimmy tentèrent de s'interposer. Les pacificateurs arrivèrent en renfort. Lois ordonna leur arrestation, rappelant le massacre du Pakistan, mais ils refusèrent, menaçant de l'arrêter elle-même. C'est alors que les habitants de Smallville apparurent, armés, décidés à défendre leur ville. Ils exigèrent le départ des pacificateurs. L'un des soldats suggéra de simplement capturer Superman et de partir, mais Smith, hors de contrôle, refusa. Il étrangla son propre homme, affirmant que personne ne lui dicterait sa manière de maintenir la paix. Au bord de la rupture, Superman activa le mode tornade de son armure. L'énergie solaire accumulée fut libérée, restaurant temporairement ses capacités. Un vent violent chargé de pierres solaires balaya la zone, dispersant civils et soldats. À une vitesse fulgurante, il frappa Smith des centaines de fois, le mettant à terre. Mais cela ne suffit pas. Smith, malgré ses blessures, se releva en ricanant. Il accusa Superman de craindre sa propre puissance, sa propre colère. Puis il tira plusieurs projectiles radioactifs. L'armure de Kal-El céda. La tornade s'effondra. À bout de force, Superman tenta encore de lutter, mais Smith le domina et le plaqua au sol, prêt à l'achever. Au dernier instant, Brainiac intervient à distance et neutralisa Smith. Ra's al Ghul voulait Superman vivant. À l'agonie, Kal-El retourna son regard vers Jimmy et le supplia de le sortir de là. Jimmy activa un portail. Les Omega Men surgirent, menés par Primus. Une bataille éclata brièvement, les rebelles repoussant les pacificateurs. Ils emportèrent Superman à travers le portail, mais Primus refusa catégoriquement que Lois les suive. Le portail se referma, et Lois Lane se retrouva seule, encerclée par des pacificateurs en colère. Dans leur base, les Omega Men luttaient désespérément pour sauver Superman. Extraire les balles kryptoniennes de sa poitrine relevait presque de l'impossible. Sa chair et ses os, presque invulnérables, résistaient aux instruments, et son immunité à toute anesthésie le condamnait à ressentir chaque instant de l'opération. La douleur l'empêchait de rester immobile. Il parvint à retirer une première balle, mais le cri de Superman, chargé de souffrance brute, fut si violent qu'il détruisit la salle d'opération autour d'eux. Les deux autres projectiles commencèrent à se désintégrer dans son corps. Sans scanner fonctionnel, il ne pouvait plus les localiser précisément. Alors, d'un geste désespéré, Kal-El arracha lui-même les instruments des mains des médecins et retira la deuxième balle. Il n'en restait plus qu'une, puis il s'effondra. Saul, gravement endommagé, était encore en cours de redémarrage. Sans lui, il ne pouvait atteindre le dernier fragment. Primus donna alors un ordre que tous redoutaient. Apporter la boîte. Le médecin protesta. Il ne comprenait pas cette technologie, mais Primus insista. Il n'avait plus d'alternative. Elle retira son masque et, s'adressant à Superman inconscient, murmura que la machine pouvait l'aider, qu'Omega s'en chargerait. La boîte fut activée. En un instant, la dernière balle disparut, arrachée de sa poitrine par un mécanisme qui défiait toute logique. Pendant ce temps, Lois Lane était détenue dans un centre de Lazarus. Ra's al Ghul en personne vint à sa rencontre. Elle comprit immédiatement. Il n'avait pas l'intention de la tuer, ni de la libérer. Il voulait l'utiliser. Avant même qu'il ne parle, elle anticipa sa stratégie. Ils tentèrent de la contraindre en menaçant son père, dépendant de prothèses fournies par Lazarus. Elle ajouta qu'il sous-estimait à quel point le monde avait changé depuis l'arrivée de Superman et à quel point lui-même était devenu insignifiant. Ra's reconnut avec un sourire que son analyse était en grande partie correcte, puis il répondit simplement que, si elle refusait, il tuerait Sam Lane. Lois dégaina un couteau dissimulé et se jeta sur lui. La lame s'arrêta contre sa gorge. Ra's ne bougea pas, impassible. Il lui expliqua qu'il pouvait mourir et revenir le lendemain. Elle, non.
Lentement, Lois abaissa son arme. Alors il lui donna son ordre, lui ramener Superman. Des semaines plus tard, Superman encore affaibli, combattait aux côtés des Omega Men à Karachi. Grâce à un boom tube, il s'était infiltré dans une caserne des pacificateurs. Dès le début de l'assaut, il imposa une règle claire, aucune mise à mort. Lorsqu'Omega Prime tenta d'exécuter un ennemi, il l'en empêcha. Seul, il traversa le bâtiment à une vitesse fulgurante, neutralisant chaque adversaire sans lutter. Puis, il atteignit le garage et détruisit les chars. Sol le mit en garde. Ses blessures risquaient de s'ouvrir à nouveau. Kal-El répondit amer qu'il n'était plus que blessure. Deux mechas s'emparèrent de lui, le broyant lentement, rouvrant ses plaies. Dans un ultime effort, Sol libéra toute l'énergie de l'armure et une explosion qui les détruisit. Une fois le danger écarté, l'IA avertit Kal-El. Il ne devait plus jamais laisser les Omega Men utiliser la boîte sur lui. Plus tard, sur leur base, une plateforme pétrolière submergée et abandonnée, Superman observait Omega Prime organiser une nouvelle mission. Elle priait une entité appelée le véritable Omega, implorant sa colère. Intrigué, Kal-El interrogea Jimmy Olsen sur la boîte. Celui-ci ne connaissait que des rumeurs, un artefact tombé du ciel ou enfui depuis des millénaires. Omega Prime, elle, parlait d'origine divine. Superman révéla ce qu'il avait appris. Il s'agissait d'une boîte du père. Elle lui avait parlé, elle était vivante, et elle lui avait montré une vision. Un futur où la Terre était ravagée, des fosses de feu vastes comme des océans, des bidonvilles à perte de vue. Par un autre monde, leur monde à venir. Jimmy comprit immédiatement. C'est l'avenir si Lazarus n'était pas arrêté. Lorsque Superman lui demanda pourquoi il voulait être un Omega Man, Jimmy répondit qu'ils étaient les seuls à tenter de changer ce monde. Mais il admit aussi une chose. Il ne faisait confiance à personne, pas même à Primus. Une alerte interrompit leur échange. À Karachi, des manifestants réclamant l'arrestation de Smith avaient été capturés. Les Omega Men partirent les libérer. Malgré les avertissements de Sol, Superman insista pour les accompagner, répétant qu'il ne tuerait personne. Primus accepta, convaincu que la boîte l'avait sauvé pour une raison. En approchant du complexe, Sol mit une nouvelle fois en garde Kal-El. La boîte du père était dangereuse et la corruption de la Terre le changeait. Excédé, Kal-El lui ordonna de se taire. L'IA coupa alors son mode vocal. Grâce à sa vision, Superman observa l'intérieur du bâtiment. Tous les manifestants étaient morts, pendus. Fou de rage, il défonça le mur, révélant l'horreur aux Omega Men. Les pacificateurs les encerclèrent. Jimmy supplia Omega Prime de battre en retraite, mais elle attaqua, désarmant deux ennemis. Puis elle ramassa une arme et la pointa sur un soldat à terre. Jimmy cria à Superman d'intervenir, mais il ne bougea pas. Pendant une fraction de seconde, il envisagea de la laisser tirer. Finalement, il intercepta la balle, trop tard pour ignorer ce qu'il avait ressenti. De retour à la base, le silence pesa lourd. Kal-El comprit que quelque chose en lui changeait. Sa colère grandissait, incontrôlable. Il tenta de parler à Sol, mais l'IA resta muette. Primus le confronta. Selon elle, il avait vu la vérité. Lazarus détruisait tout, et seule une violence égale pouvait les arrêter. Elle lui proposa de retourner au Pakistan, de tuer les pacificateurs, puis Smith, puis Ra's al Ghul. Kal-El, épuisé, le supplia de se taire. Il refusa, il annonça qu'il partait, et qu'elle ne devait pas le suivre. À cet instant, un Omega Man surgit, paniqué. Dans la confusion, Jimmy avait été laissé derrière. Dans une salle d'interrogatoire de Lazarus, Lois Lane se tenait face à lui, et elle lui ordonna de lui dire tout ce qu'il savait sur Superman. Des années auparavant, sur Krypton, Jor-El participa au sauvetage d'un groupe de mineurs pris au piège par un éboulement. Mais au cœur des galeries effondrées, ils furent attaqués par des créatures souterraines, les Magmols. Rendues folles par une substance verte radioactive émanant des profondeurs, elles se jetèrent sur eux avec une violence incontrôlable. Acculés, Jor-El et les autres n'eurent d'autre choix que de les abattre pour survivre, un acte qu'il accomplit à contre-cœur, conscient d'avoir détruit des vies déjà condamnées. Nous revenons dans le présent, au Groenland. Superman lançait une attaque frontale contre un centre de recherche Lazarus lourdement fortifié où Jimmy Olsen était retenu prisonnier. Lazarus avait anticipé cette tentative de sauvetage et préparé une défense en profondeur. Dans le ciel glacé, Kal-El pulvérisa les avions de patrouille sans difficulté, mais fut immédiatement pris pour cible par des batteries anti-aériennes qui ouvrirent le feu. À l'intérieur du complexe, Jimmy, sous surveillance constante de Lois Lane, murmura qu'il devait aider Superman. Elle lui intima de se taire. S'il insistait, ils seraient tous les deux exécutés. Au sommet de l'installation, Ra's al Ghul observait l'assaut aux côtés de Brainiac. Le regard fixé sur Superman, il déclara que le jour était venu de rencontrer son fils. Il demanda alors pourquoi Brainiac avait insisté pour que l'affrontement ait lieu au Groenland. Le cyborg expliqua que, selon ses calculs, les pouvoirs de Superman provenaient de la lumière jaune du soleil. Dans cet environnement, il finirait par épuiser ses réserves. Mais Raz rejeta cette logique. Il ne voulait pas d'un Superman affaibli, mais d'un Superman porté à son plein potentiel. Brainiac, surpris, répondit qu'il pensait que son objectif était de le briser. Raz rétorqua froidement que seuls les êtres faibles étaient brisés et que Superman, lui, devait être rendu entier.
Smith entra alors dans la pièce. Transformé, renforcé, il demanda s'il pourrait enfin tuer Superman cette fois-ci. Brainiac commença à objecter, rappelant que les balles de crypto-météorite n'étaient pas destinées à cela, mais Raz l'interrompit. Il remit lui-même une nouvelle balle à Smith et lui donna un ordre simple, rendre Dieu fier. À l'extérieur, Superman détruisit les canons d'artillerie et emporta les pacificateurs dans un nuage de poussière de pierres solaires, les neutralisant sans les tuer. Raz, observant les relevés, demanda si Superman avait commencé à éliminer les soldats. Brainiac répondit que non, ils étaient toujours en vie, simplement dispersés à des kilomètres. Raz conclut qu'il fallait pousser Superman plus loin et ordonna le lancement de la phase 2. À cet instant, un boom tube s'ouvrit. Omega Prime et les Oméga surgirent et engagèrent le combat contre les forces de Lazarus. À l'intérieur, Jimmy tenta de convaincre Lois de le laisser parler à Primus pour organiser leur fuite. Elle le plaqua au sol, arme contre la tempe, répétant qu'il devait se taire. Dans le ciel, Smith fondit sur Superman, mais cette fois Kal-El était prêt. En quelques secondes à peine, il le neutralisa et l'envoya s'écraser au sol avant même qu'il ne puisse tirer. Suspendu dans les airs, Superman fixa son ennemi à terre et, pour la première fois, il envisagea sérieusement de le tuer. Alors, un souvenir remonta, celui de son père dans les mines de Krypton après l'incident des Magmols. Kal-El lui avait dit qu'il avait fait ce qu'il fallait, mais Jor-El lui avait répondu que faire ce qu'il faut n'était souvent qu'un mensonge que l'on se racontait pour supporter ses actes. Il lui avait appris qu'au Terre Rouge, les décisions difficiles étaient inévitables, mais qu'il ne fallait jamais perdre de vue ce qui relevait de la cruauté. Parfois, avait-il admis, il faudrait être cruel pour protéger ce qui compte, mais cela ne rendait jamais ses choix justes. Dans le présent, Omega Prime hurla à Superman d'achever Smith, mais Kal-El resta immobile, en lévitation, incapable de franchir cette ligne. Furieuse, Primus déclara qu'elle le ferait elle-même et se jeta sur Smith pour le décapiter. Superman réagit instantanément, faisant fondre son épée d'un rayon thermique. Il se posa près d'elle, elle le traita de lâche. C'est alors que Ra's al Ghul apparut, accompagné de Lois, de Jimmy et d'une armée de pacificateurs. Il ordonna à Primus de ne pas parler ainsi au fils du démon. Devant l'incompréhension générale, il précisa que Superman n'était pas son fils biologique, mais que son sang coulait désormais en lui. Au sol, Smith, à l'agonie, murmura que Superman ne pouvait pas être l'élu, que cela aurait été dû être lui. Raz s'agenouilla près de lui, prit son arme et lui déclara qu'il n'était qu'un agneau déguisé en loup. Smith supplia, affirmant qu'il n'avait pas eu le temps de tirer. Raz répondit simplement, il le savait, et il l'exécuta. Superman tenta d'intervenir, bloquant la balle de sa main, se blessant au passage. Raz retourna alors vers lui, presque paternel, et lui dit qu'il comprenait sa colère face à ce monde brisé et que cette colère était légitime. Ensemble, ils pouvaient l'utiliser pour sauver la planète, pour la reconstruire. Il l'appela à nouveau « mon fils ». Superman refusa, affirmant qu'il ne l'était pas. Raz répondit qu'il le deviendrait. À cet instant, contre toute attente, Omega Prime frappa. Une lame de cryptométéorite transperça le dos de Superman. Lois lâcha Jimmy et se précipita vers Kal-El, mais Omega Prime l'a mis hors de combat d'un coup violent. Autour d'eux, les pacificateurs et les forces de Lazarus massacrèrent les Omega Men. Au milieu du chaos, Superman, grièvement blessé, se mit à rayonner d'une lumière mêlant jaune et vert, tandis que la boîte du père résonnait. Ra's al Ghul s'approcha. Il déclara que Superman n'était pas encore digne de porter le nom des Al Ghul, mais que pour lui et sa sœur, allait lui apprendre. Il se releva, et il révéla alors la vérité. Omega Prime n'était autre que Talia al Ghul, sa fille. Sur Krypton, dans une vision recréée avec une précision glaçante, la Ligue des Sciences prononçait sa sentence. Jor-El et Lara seraient pendus au-dessus de Kandor pendant 100 ans, exposés comme des symboles de trahison. Quant à Kal-El, il serait envoyé pour 20 ans dans un orphelinat de la zone fantôme. Lorsque la guilde des justiciers vint à l'arrêter, Jor-El hurla une dernière fois la vérité. Krypton était condamné, mais il était encore temps de sauver des vies. Personne ne l'écouta. Alors, dans un accès de rage et de désespoir, il libéra sa vision thermique et anéantit tout ce qui l'entourait. Mais ce n'était pas la réalité, c'était une simulation. Une construction mentale orchestrée par Brainiac sur ordre de Ra's al Ghul, destinée à pousser Superman à accepter l'idée de tuer. Raz observa la scène avec méfiance. Il rappela à Brainiac qu'il ne voulait pas d'un Superman brisé ou vidé de lui-même, mais d'un être intact. Talia, elle, se contenta de menacer Brainiac avec la boîte du père, une arme qui inspirait au cyborg une peur viscérale. Plus tard, Talia descendit dans la cellule où Lois et Jimmy étaient détenus. Jimmy, encore sous le choc, lui demanda pourquoi elle avait trahi les Omega Men. Lois répondit avant elle. Omega Men ou Lazarus, cela revenait au même, deux faces d'un même mensonge. Talia confirma, mais elle alla plus loin. Selon elle, tout était mensonge. La vie elle-même était corrompue à l'échelle atomique. L'humanité, affirma-t-elle, était condamnée à s'autodétruire. Seul Ra's al Ghul pouvait empêcher cette fin en reconstruisant le monde. Un monde d'ordre de mérite où chacun aurait une place, après avoir éliminé plusieurs milliards d'êtres humains. Et Superman serait celui qui ouvrirait la voie. Lois tenta de résister, affirmant que Brainiac ne pourrait jamais le briser. Talia répondit froidement
Tout le monde a une limite et lorsque Superman atteindrait la sienne, sa dernière épreuve serait simple, les tuer, elle et Jimmy. 5 jours plus tard, dans la simulation, Superman se rebella, il arracha Brainiac à l'illusion et tenta de l'étrangler, exigeant qu'on le libère. Mais au dernier moment, il se retint et il relâcha sa prise. Se tournant vers les clones réduits en esclavage par Brainiac, il leur parla. Il leur dit qu'ils méritaient mieux, qu'ils pouvaient être libres et tenta de leur insuffler une idée, une alternative. Une douleur fulgurante traversa alors son esprit. Fin du programme, annonça Brainiac. Ce n'était qu'une autre simulation. Au fil des jours, le schéma se répéta. Superman refusait de tuer. Même après 12 jours, il n'avait toujours pas cédé. Mais dans le monde réel, quelque chose changeait. Sol et les cristaux de pierre solaire s'activaient dans leur cuve. Brainiac, furieux, exigea des explications. Les clones répondirent simplement. Ils méritaient la liberté. Ils se rebellèrent. Brainiac les massacra sans hésitation. 2 jours plus tard, après des centaines d'heures à revoir cet enregistrement, les clones découpés vivants, Superman n'avait toujours pas changé. Même Brainiac comprit alors la vérité, à travers les simulations qu'Kal-El avait murmurées aux clones, à un niveau imperceptible, les influençant inconsciemment, semant en eux l'idée de révolte. Dans le monde réel, Sam Lane arriva au centre de Lazarus du Groenland. Les pacificateurs, surpris, ne trouvaient aucune trace de sa visite. En guise de réponse, il sortit une arme dissimulée de sa prothèse et ouvrit le feu. Il progressa jusqu'à la cellule de Lois et Jimmy et les libéra. Mais Lois refusa de fuir immédiatement. Il devait d'abord sauver Superman. Pendant ce temps, dans une nouvelle simulation, Kal-El revivait le jour où Lazarus était venu à la ferme des Kent, mais cette fois, quelque chose changea. Il ne fuyait pas, il éliminait les pacificateurs. Ra's al Ghul apparut alors, satisfait. Il déclara que Superman comprenait enfin. On ne pouvait pas sauver le monde sans se salir les mains. Il lui dit qu'il était prêt. Superman lui trancha la gorge. Puis, Talia apparut, sous l'apparence d'Omega Prime, prétendant être revenu le sauver. Mais Kal-El, emporté par une colère froide, l'étrangla avec la poussière de pierre solaire. Dans cette illusion, Jonathan et Martha Kent le supplièrent d'arrêter, de ne pas devenir cela. Dans le monde réel, tout bascula. Lois et Jimmy firent irruption dans le laboratoire et abattirent Brainiac. Sam couvrait la porte, mais à peine eurent-ils commencé à débattre de la manière de libérer Superman que Sam s'effondra, un couteau planté dans la tête. Talia entra, accompagnée de pacificateurs. Lois, brisée, vida son arme sur elle sans effet. Jimmy, désespéré, se jeta sur Brainiac à main nue, criant à Superman de se réveiller. Dans la simulation, Jonathan et Martha parlèrent une dernière fois à Kal-El. Ils lui dirent qu'il n'y avait pas de refuge pour lui s'il ne se battait pas pour en créer un, qu'il devait choisir sa voie lui-même au lieu de laisser les autres décider pour lui. Et ils lui dirent qu'ils étaient fiers de lui. Alors, au milieu des corps, Kal-El comprit. Il ouvrit les yeux. Dans le monde réel, Superman se redressa et saisit Brainiac à la gorge. Il s'éleva dans les airs, serrant lentement, inexorablement. L'armure du cyborg se fissura sous la pression. Autour de lui, les clones à l'agonie libéra la poussière de pierre solaire qui tourbillonna et l'entoura. Sol se réactiva enfin. Il annonça qu'il allait les sortir de là, mais Superman ne répondit pas. Son visage était vide. Au centre-sud du Kansas, dans une résidence pour personnes âgées de Smallville, une infirmière accourut dans la chambre de Madame Kent après avoir entendu ces cris. « Infirmière, mon Dieu, vite ! Madame Kent, qu'est-ce qui ne va pas ?» La vieille femme semblait agitée. Elle murmurait qu'elle avait besoin de certaines choses, qu'elle devait préparer quelque chose immédiatement. Ses yeux se tournèrent vers la fenêtre. Elle demanda si l'infirmière avait vu la tempête rouge qui avait traversé le ciel. Pour elle, cela signifiait une seule chose, l'ange était de retour. L'infirmière tenta de la calmer. « Madame Kent, de quoi avez-vous besoin ?» Mais cette dernière sembla soudain confuse, comme si sa mémoire lui échappait encore. « De quoi ai-je besoin, chérie ?» Pendant ce temps, ailleurs, la tempête de poussière avait permis à Kal-El et Sol d'échapper aux forces de Lazarus Corp. Porté jusqu'au Kansas, il avait trouvé refuge dans les Grandes Plaines, le seul endroit où Kal s'était un jour senti en sécurité. Mais cette paix restait fragile. Kal était hanté par ce qu'il avait vécu. Brainiac s'était infiltré dans une arme capable de détruire le monde et Kal avait failli le tuer de ses propres mains. Il se souvenait encore de la voix de Sol, lui ordonna de calmer son esprit et de se rappeler qui il était vraiment. 5 ans plus tôt, Kal vivait isolé du reste du monde. Sol, l'intelligence artificielle créée par sa mère kryptonienne, insistait pour qu'il cesse de fuir les humains, mais Kal refusait. Il prétendait ne plus avoir besoin de personne. Il n'avait presque plus besoin de dormir, ni de manger, ni même d'avoir un toit. Il survivait loin des hommes et ne voulait plus jamais s'approcher d'eux. Sol lui rappela pourtant une vérité essentielle. Même avec tous ses pouvoirs, il n'était pas fait pour vivre seul. Kal répondit avec colère que Sol ne pouvait pas comprendre puisqu'elle n'était pas réelle. Mais Sol continua malgré tout à le guider, essayant de préserver ce qu'il restait d'humanité en lui. Après de longues semaines d'errance, Sol convainquit finalement Kal de se mêler au monde. Ensemble, ils arriveraient aux Philippines, où Kal travailla dans les plantations de canne à sucre pour Lazarus Corp. Là-bas, il rencontra Carmelita, une jeune femme bienveillante qui remarqua immédiatement l'épuisement du garçon. Elle lui proposa de cuisiner pour lui, mais lorsqu'elle toucha sa main,
elle sentit une chaleur brûlante, presque surnaturelle. Avant qu'elle ne puisse comprendre ce qu'il était réellement, des gardes de Lazarus intervinrent brutalement. Cal tenta de protéger la jeune femme, mais dans sa colère, il blessa grièvement un homme sans contrôler sa propre force. Terrifié par ce qu'il venait de faire, il s'enfuit avec Saul jusque dans les montagnes. Là-haut, Cal avoua sa peur. Il ne connaissait pas les limites de ses pouvoirs. Chaque jour passé sous le soleil jaune de la terre le rendait plus fort et plus dangereux. Furieux contre les hommes de Lazarus, il déclara qu'il pourrait tous les tuer en une seule journée. Saul refusa de le laisser sombrer dans cette violence. Elle lui rappela que le pouvoir ne donnait pas le droit de juger ni d'exécuter les autres. Ces paroles touchèrent Cal, même s'il continuait de lutter contre sa colère et sa solitude. Des années plus tard, Cal finit par revenir au Kansas. Avec Lois Lane et Jimmy Olsen, il trouva refuge dans un petit restaurant de Smallville. Les habitants savaient qui il était. Ils connaissaient les histoires sur l'étranger capable de sauver des vies sans rien demander en retour. Le propriétaire du restaurant lui expliqua que les gens avaient peur de Lazarus, peur des étrangers, peur de Superman lui-même, mais qu'il n'ignorait pas tout le bien qu'il avait accompli. Il remercia Saul pour tout ce qu'il avait fait pour lui. Plus qu'une intelligence artificielle, Saul était devenu sa famille, car le considérait comme un frère kryptonien. Pendant ce temps, Ra's al Ghul préparait son offensif. Il ordonna à ses troupes d'encercler Smallville et de terroriser ses habitants afin de pousser Superman à perdre le contrôle. Mais Cal savait désormais ce qu'il devait protéger, non seulement le monde, mais aussi les liens humains qu'il avait enfin acceptés. Et dans les plaines du Kansas, au milieu des champs et des tempêtes rouges, le destin de Superman allait se jouer. Il y a 6 semaines, Lazarus avait déployé ses chars dans les rues principales de Smallville, écrasant le quotidien d'une ville rurale sous le poids de sa puissance militaire. Devant la façade du commerce déserté, parmi lesquels une épicerie centenaire et la guilde des quilteuses de Smallville, des véhicules blindés avançaient comme une menace silencieuse implacable. Au-dessus de la ville, des hélicoptères d'attaque tournaient sans relâche, tels des mouches mécaniques planant au-dessus de la foire d'État. Dans leur passage, ils renversaient même la célèbre sculpture du beurre d'Amelia Earhart, figure emblématique du Kansas et idole d'enfance de nombreux habitants. Face à cette invasion, le Kansas tenait bon, armé jusqu'aux dents. Ça leur rappelait les anciennes guerres des frontières des années 1850, lorsque des pillards venus du Missouri et des guérillas confédérés dévastaient les villages. Ici, ce n'étaient pas des soldats réguliers, mais des fermiers, des fils de mineurs de sel, des descendants de combattants de Dodge City et des défenseurs de l'État libre. Leur devise résonnait encore. Ad astra per spera, vers les étoiles à travers les difficultés. Une promesse d'endurance forgée dans la terre rouge et les tempêtes du Midwest. Mais cette fois, la bataille dépassait tout ce que la région avait connu. Un ordre tomba. Chaque ressource devait être mobilisée pour sécuriser Fort Smallville. Les communications furent immédiatement coupées. Lazarus neutralisa les tours téléphoniques et brouilla Internet. La ville fut isolée du monde. Lorsque les unités de pacification furent larguées sur le terrain de baseball communautaire de Jay Hawker, des barrages avaient déjà été installés sur toutes les routes et sentiers. Les prairies entières allaient être minées sur des kilomètres, tandis que la rivière Arkansas était surveillée par des drones de combat. Smallville était encerclée. Les champs de blé, de maïs, les ranchs et même l'aéroport municipal furent bombardés méthodiquement par les forces Lazarus. À midi, toute la ville ainsi que les fermes alentours fut privée d'électricité. Dans la résidence pour personnes âgées, le silence électrique marqua la fin d'une illusion de normalité. Ce n'était pas une simple opération militaire, c'était un siège. Une multinationale valant des milliards de dollars assiégeait une communauté de 20 000 âmes. Et pourtant, le monde semblait détourner le regard. Au cœur de cette zone occupée, Lazarus Corp, dirigé par son PDG Ra's al Ghul, déployait l'ensemble de ses ressources pour écraser toute résistance. Des civils étaient détenus illégalement, sans procédure ni justification, dans ce que certains témoignages décrivaient comme un centre de détention improvisé au centre du pays. Cela me rappelle un certain pays qui fait la même chose en ce moment au Moyen-Orient. Continuons. Et personne ne réagissait. Les transmissions clandestines de Smallville tentaient encore de percer le silence. Selon les rapports, un homme appelé Superman avait empêché la destruction totale de la ville. Ces actes étaient jugés impossibles à moins d'y avoir assisté. Mais ils avaient tout vu. Chaque élément du dossier était documenté, vérifié, enregistré. Des images venues de la zone la plus instable du pays circulaient encore malgré le chaos. Selon lui, Smallville aurait déjà disparu. Mais Lazarus détecta le signal. Les forces ennemies approchaient. L'évacuation fut ordonnée immédiatement. Dans les tunnels improvisés sous la ville, la panique s'intensifiait. Saul, l'intelligence artificielle, ouvrit un passage temporaire tout en avertissant que ses ressources étaient limitées et qu'il devait protéger le réseau avant tout. Jimmy Olsen, présent sur place, évoquait encore le chemin parcouru. Ancien photographe maladroit, il racontait comment sa première véritable image avait changé sa perception du monde. Lois Lane, elle, poursuivit son enquête. Elle documentait la vérité sur Lazarus, sur Ra's al Ghul et sur la transformation de Smallville en zone occupée. Elle insistait sur l'importance de diffuser ces informations au monde entier avant qu'il ne soit trop tard.
Dans les tunnels, les survivants avançaient dans l'obscurité. Certains hésitaient, d'autres cédaient à la peur, puis quelque chose changea. Le jour où Superman apparut dans leur vie, tout avait basculé. Lois était convaincu. Il représentait la seule chose stable dans un monde qui s'effondrait. Mais même lui portait ses propres fractures. Sous la pression constante, confronté à la guerre et à la méfiance, Kal-El doutait. Il avait vécu des années en marge, loin des hommes, incapable de trouver sa place parmi eux. Mais même lorsqu'il protégeait la ville, il restait un étranger aux yeux de beaucoup. Et maintenant, alors que la guerre s'intensifiait, même ses alliés commençaient à vaciller. Dans les profondeurs de la base, les plans de Lazarus prenaient une nouvelle dimension. Des mecs alimentés par des technologies inconnues devenaient de plus en plus puissants. Une mystérieuse source d'énergie amplifiait leurs capacités, rendant chaque assaut plus brutal que le précédent. La ville ne dormait plus, Lazarus non plus, et Superman non plus. Car au-dessus de Smallville, une guerre totale venait de commencer. Dans un dernier instant suspendu entre la vie et la mort, Kal-El eut une vision. Il se tenait de nouveau dans les terres rouges de Krypton. Le vent soulevait la poussière familière, et au loin, ses parents l'attendaient aux côtés de Krypton. Joël et Lara lui souriaient, et lui dirent simplement qu'il était temps de rentrer, et Kal-El comprit. Il allait mourir. Dans le monde réel, Ra's al Ghul enfonçait une épée de kryptonite dans le corps de Superman. Il hurlait, exigeant qu'il le reconnaisse comme son père, mais malgré la douleur, Kal-El refusait. Furieux, Ra's ordonna à Brainiac de tuer tous ceux qui comptaient pour lui, de se libérer de toute tâche. Brainiac entreprit d'écraser ses proches, piégés dans la pierre solaire. Mais Sol se réactiva. L'IA refusa d'obéir. Son code, corrompu par Brainiac, ne lui permettait pourtant pas de résister directement. Alors Sol prit une décision radicale. Il s'effaça lui-même, coupant tout lien, privant Brainiac de son contrôle. Superman hurla. Ra's, exalté, lui ordonna de libérer sa colère. Kal-El répondit par un déchaînement de vision thermique. L'impact provoqua une explosion titanesque. Sous terre, les habitants de Smallville profitèrent du chaos pour fuir. Talia empêcha les pacificateurs d'intervenir. Son père n'avait besoin de personne. Ra's survécut. Il se releva et chargea Superman, le projetant contre un méca Lazarus. La machine s'empara de lui, déclarant la cible capturée, mais les habitants de Smallville, armés et déterminés, s'interposèrent. Ils exigèrent sa libération. Les pacificateurs formèrent une ligne face à eux. La tension monta, un affrontement était imminent. Soudain, Ra's attaqua le méca lui-même. Il arracha le cockpit et atteignit le pilote, furieux qu'on ait osé toucher à son fils. Alors qu'il s'apprêtait à frapper, Superman intervint et bloqua le coup. Ra's répliqua d'un violent coup de pied, dénonçant sa faiblesse. Puis il ordonna aux pacificateurs d'exécuter les habitants. Superman céda. Il déclara qu'il ferait tout ce que Ra's voulait, s'il les épargnait. Ra's exigea alors qu'il abandonne son ancienne vie et accepte son destin. En réponse, Kal-El arracha l'emblème de la guilde des travailleurs de son armure. Il le réduisit en poussière de pierre solaire. Cet emblème représentait son peuple, mais il n'avait plus de peuple. Il n'était plus le fils de Krypton, ni celui de la Terre. Il était le fils de rien. Ra's lui ordonna de s'agenouiller. Superman répondit qu'il ramperait, supplierait, ferait tout pour sauver Smallville, mais qu'il savait que Ra's tuerait malgré tout. Ce dernier déclara alors que Superman lui-même allait les tuer. À cet instant, Kal-El matérialisa une lame de pierre solaire et attaqua. Ra's para le coup et ordonna aux pacificateurs d'ouvrir le feu. Mais un événement inattendu brisa l'équilibre. Le pilote du mecha, Joe, ordonna à ses camarades de cesser le combat. Il leur rappela qu'ils ne s'étaient pas engagés pour massacrer des fermiers du Kansas. Un à un, les pacificateurs baissèrent leurs armes. Le combat devint un duel. Ra's al Ghul et Superman s'affrontèrent. Ra's dominait techniquement, maître dans l'art du combat. Mais Kal-El avait un avantage. Il pouvait voler, frapper, se mouvoir au-delà des limites humaines. Au cœur du combat, Kal-El eut une nouvelle vision. Ses parents. Il leur dit qu'il était prêt à les rejoindre, mais ils lui répondirent qu'il était déjà rentré. Puis ils disparurent. Dans le monde réel, Superman brisa l'épée de kryptonite de Ra's avec sa propre lame de pierre solaire. Ra's, à genoux, déclara que Superman avait gagné. Il exigea qu'il l'achève. Il cria qu'il méritait de mourir, qu'il était responsable de millions de morts, que Krypton devait trouver un sens à travers sa punition. Superman refusa. Au lieu de cela, il emmena Ra's al Ghul à Orangeton, au Pakistan, et le livra aux habitants. Il déclara qu'il était responsable des crimes de Lazarus Corp et devait être jugé. Les habitants lui demandèrent alors qui il était. Kal-El resta silencieux. Son regard se posa sur sa poitrine, là où son emblème avait disparu. Une semaine plus tard, le monde apprit la vérité. Les reportages de Lois Lane et Jimmy Olsen révélèrent tout ce qui s'était passé à Smallville. L'opinion publique bascula. Lazarus Corp s'effondra. Talia, elle, disparut. Kal-El retourna à Smallville, à la maison de retraite de Martha Kent, mais il arriva trop tard. Elle était morte la veille. Une infirmière le reconnut. Martha parlait souvent de lui. Elle lui remit une boîte qu'elle avait laissée pour lui. À l'intérieur, Kal-El découvrit un costume bleu, cousu à la main, orné de l'emblème de la guilde des travailleurs. Et un mot,
Jonathan et Martha y appelaient leur fils. Ils lui donnaient un nom, Clark Kent. Clark se souvenait de ce qu'il avait essayé de devenir et de ce qu'il était en train de devenir. Depuis les événements de Smallville, tout avait changé. Il avait racheté la ferme des Kent. C'était important pour lui, comme si le simple fait de fouler cette terre lui permettait encore d'entendre les voix de Jonathan et Martha. Il avait également modifié son armure, désormais bleue, plus proche du costume que Martha lui avait autrefois confectionné, plus proche de l'homme qu'il avait toujours vu en lui que de celui que tout le monde attendait. Mais le monde, lui, ne s'arrêtait jamais. Il entendait tout, les cris, les incendies, les immeubles qui s'effondraient, les injustices. Il ne pouvait ni détourner le regard, ni prétendre qu'elle n'existait pas. Lorsque l'usine de jouets avait pris feu, 73 personnes avaient péri, parmi elles, des enfants. Il était allé trouver l'homme responsable, Winslow Scott. Il ne l'avait pas tué. Pourtant, une part de lui en avait eu envie. À la place, il avait réduit son bureau en cendres et l'avait fixé droit dans les yeux. Il lui avait fait comprendre que sa fortune ne le protégerait jamais de lui, qu'il connaissait chacun de ses crimes, qu'il voyait tel qu'il était réellement. Et cette vérité avait probablement effrayé Scott davantage que la mort elle-même. Par la suite, Superman s'était rendu dans le désert, à l'endroit où se trouvait autrefois le repère de Brainiac. Il n'y restait rien, seulement du vide, et les cicatrices laissées par ceux qui avaient disparu, des villes entières, des millions de vies effacées. Sol n'était pas là pour l'aider à comprendre. Malgré tout, elle lui avait parlé, à voix haute, comme si son mentor pouvait encore l'entendre. Il lui avait avoué ses doutes, sa peur de ne pas pouvoir continuer sans lui. Au fond, il savait qu'il se parlait surtout à lui-même. Il rendait également visite à Ra's al Ghul, régulièrement. Pour la première fois depuis des siècles, Ra's vieillissait. Enfin, Superman lui parlait de Krypton, de ses lois, de ses châtiments, de sa conception de la justice, mais plus encore, il tentait de lui parler d'espoir, d'une voix différente. À chacune de ses visites, il lui lisait des textes, des prières, des poèmes, des témoignages écrits par des enfants ayant survécu aux horreurs que Ra's avait contribué à créer. Au début, l'ancien immortel riait, puis il s'était tu. Et désormais, il lui arrivait parfois de répéter certains passages à voix basse. Superman ignorait s'il s'agissait de remords ou simplement de fatigue. Lui aussi était fatigué. À Metropolis, Lois Lane lui avait proposé d'écrire un article sur lui, de raconter au monde ce qu'il accomplissait. Selon elle, il pouvait devenir une source d'inspiration pour des millions de personnes. Mais il ne voulait pas être un symbole. Il n'était même plus certain d'être un homme bon. Lois lui avait également proposé de partager un verre. Il n'avait pas su quoi répondre. Alors, il était parti. Il était plus facile de sauver quelqu'un que de rester auprès de lui. À la ferme, Lana Lang était venue lui rendre visite. Elle lui avait apporté un repas. Il n'avait pas réellement besoin de manger, mais il avait apprécié l'attention. Elle l'avait regardé comme s'il était encore une personne ordinaire. Comme si, malgré tout, Clark existait encore. Elle lui avait demandé s'il dormait. Il n'avait pas trouvé le courage de lui expliquer que même dans le silence le plus absolu, il entendait encore le monde souffrir. Alors, il est parti, encore une fois. Les semaines s'écoulaient toujours de la même manière. Sauver, partir, sauver, partir. Parfois, il travaillait la terre sans utiliser ses pouvoirs, simplement pour se rappeler ce que cela faisait d'être lent, d'être humain. Mais même là, un cri finissait toujours par parvenir jusqu'à lui, toujours. Un jour, après une nouvelle visite à Ra's al Ghul, il s'était élevé dans le ciel, toujours plus haut, jusqu'à atteindre un endroit où le monde devenait presque silencieux. Et là, il avait crié. Ce n'était pas de la colère, pas vraiment. C'était tout ce qu'il n'arrivait pas à contenir. Toute la douleur, toute la culpabilité, tous les doutes. Lorsqu'il s'était retourné, quelqu'un l'attendait. Hawkman. Le guerrier ailé l'observait comme s'il venait de franchir une frontière invisible. « Qu'est-ce que tu crois faire ?» demanda-t-il. Superman n'avait pas su quoi répondre, parce que la vérité était simple. Il ne savait vraiment pas ce qu'il faisait. Pendant ce temps, ailleurs dans l'univers, une autre histoire continuait. Brainiac avançait toujours. Superman ne pouvait pas le voir, mais il sentait sa présence, comme une ombre refusant de disparaître. Brainiac traversait une petite ville, calme, trop calme. Talia l'avait contacté. Elle voulait reconstruire, sauver ce qu'il restait de Lazarus. Il avait refusé, même lui refusait désormais de poursuivre cette voie. Puis il s'était arrêté dans une maison. Son regard s'était posé sur une boîte aux lettres. Un nom y était inscrit. Luthor. À cet instant, quelque chose venait de commencer. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de bien plus dangereux. Quelque chose de pire. En 1940, dans les sables brûlants de Kandak, Carter Hall n'était encore qu'un homme, un archéologue, un homme de science, un homme qui croyait comprendre le monde. Aux côtés de Bradford, il descendait lentement dans le tombeau de Def Adam, suspendu dans le vide d'un puits vertical interminable. Autour de lui, les parois étaient constellées de niches, chacune abritant des artefacts anciens, trop anciens, des armes, des reliques, des choses qui n'auraient pas dû exister. À mi-chemin, Carter s'arrêta. Une masse d'armes attira son regard. Elle n'était pas comme les autres.
Les hiéroglyphes gravés sur son manche parlaient d'étoiles, d'êtres venus d'ailleurs, d'un don interdit. C'est à ce moment précis que tout bascula. Bradford coupa la corde, sans hésitation, sans émotion. Carter chuta. Ses doigts s'accrochèrent désespérément à la pierre, glissant, cédant, tandis que Bradford révélait enfin sa véritable nature. Un agent nazi. Un homme convaincu que le pouvoir du tombeau devait revenir au Reich. Carter jura qu'il l'empêcherait, mais Bradford froid, presque détaché, lui répondit que le monde n'avait jamais été juste, que s'opposer au Führer ne faisait pas d'eux des héros. La main de Carter lâcha. Dans sa chute, il attrapa la masse, et elle le choisit. La lumière, la douleur, le métal liquide coulant le long de son bras, fusionnant avec sa chair. Un cri, puis le silence. À la surface, les gardes entendirent quelque chose remonter. Pas un homme, pas tout à fait. Carter Hall émergea du puits en volant. Des ailes métalliques déployées de son dos, le sang encore frais sur son corps, et dans sa main, la masse d'un autre monde. Des décennies plus tard, dans le ciel de la Terre, Hawkman observait Superman. Il n'aimait pas ce qu'il voyait. Superman disparaissait en pleine conversation, revenait, repartait, toujours tiré ailleurs, toujours à l'écoute de quelque chose que personne d'autre ne pouvait entendre. Un crash évité, une vie sauvée, une fausse alerte, encore et encore, jusqu'à ce que Hawkman perde patience. Il attrapa son poignet, fort, assez pour le surprendre, assez pour lui faire comprendre. Superman parla de gens en danger. Hawkman répondit froidement, il y aura toujours des gens en danger. Ce n'est pas ça le problème c'était lui. Quand Superman réalisa que Hawkman n'était pas humain, ce dernier ne nia pas. Il parla de Tanagar, du Metalneth, d'un monde au-delà du leur. Et surtout, il lui fit comprendre une chose, il n'était pas spécial, pas le premier, pas le seul. Pendant ce temps, à Metropolis, quelque chose d'autre se mettait en marche. Un simple tir, un ordre de Talia, une caisse s'ouvrit, les tentacules jaillirent, vivantes, affamées. Dans le ciel, Hawkman parlait encore. D'autres héros, d'autres échecs, des noms oubliés. Il expliqua qu'il avait survécu là où les autres avaient échoué parce qu'il avait été intelligent, invincible, stratégique. Puis il donna son conseil, abandonner la guerre contre Lazarus, collaborer. Superman refusa, sans hésiter, et dans l'instant d'après, il entendit quelque chose. Encore, toujours. Il tenta de partir, mais cette fois, Hawkman ne le laissa pas faire. Alors Superman le força, l'immobilisa et l'emmena avec lui. À Metropolis, Lois Lane découvrait une autre vérité. Le Daily Planet n'était plus qu'une ombre, un immeuble délabré, un journal mourant, Perry White déjà remplacé, jeté, le monde changé, et pas pour le mieux. Puis les cris retentirent, et la ville commença à se déchirer. Superman arriva le premier. Il vit la créature, énorme, impossible. Il libéra Hawkman, lui ordonna d'aider, mais Hawkman refusa et frappa. Le combat éclata dans le ciel, brutal, déséquilibré. Hawkman dominait, expérience contre instinct, technique contre puissance brute. Il se moqua de lui. Superman n'avait jamais vraiment combattu, pas avant ses pouvoirs, et ça se voyait. Mais Superman apprenait, vite, assez vite pour riposter, assez fort pour l'envoyer s'écraser. Puis ils virent la vraie menace, le projet parasite, une aberration, une arme. Même Hawkman fut choqué, et Superman, cette fois, ne discuta plus. Il lui donna un choix simple, aider ou disparaître. Ailleurs, dans une maison paisible du Missouri, le danger prit une forme plus calme, plus sournoise. Brainiac, déguisé, souriant, face à Lex Luthor, essaya de le manipuler pour s'en prendre à Superman. Mais Lex refusa. Il ne connaissait pas Superman, il ne voulait pas de guerre. Il avait une famille et cela lui suffisait, pour l'instant. Donc Brainiac vit autre chose, un potentiel inexploité, un homme qui se mentait à lui-même. Alors il abandonna le masque, littéralement. Son corps changea, ses bras s'ouvrirent, des tronçonneuses émergèrent. Et dans le jardin où résonnaient encore les rires d'un anniversaire, il décida de créer quelque chose qui manquait à Lex, une raison. À Metropolis, Lois Lane courait à perte d'haleine, slalomant entre les tentacules acérés qui s'emparaient des passants. Au détour d'une rue, elle découvrit avec horreur des dizaines de personnes piégées dans une masse de chair violette et des dents acérées. Parmi elles, Jimmy. Terrifié, il la supplia de le tuer. Incapable de s'exécuter, elle braqua son arme, puis dans un élan de désespoir, sauta d'un pont dans le fleuve pour échapper aux vrilles. D'en haut, Superman et Hawkman observaient le monstre gigantesque, le projet parasite, une abomination fusionnée, tous les habitants de Metropolis en une seule entité. Hawkman plongea sur la créature et la transperça d'un coup de poing, malgré la présence encore vivante des victimes. Superman l'arrêta juste à temps, lui rappelant qu'il pourrait annihiler la population entière. Le parasite les repoussa d'un revers de main et les projeta contre les fenêtres d'un gratte-ciel voisin. À l'intérieur du bâtiment, Hawkman insista. Chaque individu capturé par le parasite était perdu à jamais. Il fallait frapper tant qu'il était encore temps. Superman comprit, mais Hawkman refusa de préciser davantage. Les cris cessèrent dans la rue. Hawkman annonça qu'il n'y avait plus personne à sauver. Tout ce qu'il pouvait faire maintenant, c'était abréger les souffrances. Il s'élança à nouveau, mais Superman le stoppa et expliqua qu'il devait trouver une autre solution. Puis, un cri retentit. Lois,
Superman fonça vers elle. Pendant ce temps, au Pakistan, Talia s'infiltra dans la prison de Ra's al Ghul pour le libérer, profitant de la distraction du héros absorbé par le parasite. Ra's, rajeuni physiquement et plongé dans le livre de Superman, la supplia de le laisser mourir. À Metropolis, Superman découvrit Lois suspendu dans les airs par une gueule tentaculaire qui lui avait agrippé la tête. Les vrilles violettes s'infiltrèrent dans ses orifices, mais la créature finit par lâcher. Superman la rattrapa et la transporta sur un toit. Lois lui expliqua qu'il pouvait libérer les autres de la même manière. Il suffisait que chaque habitant ressente ce que elle-même avait ressenti, confiance et absence de peur face à lui. Hawkman prévint que le risque était immense, que le parasite pourrait l'assimiler et amplifier ses propres peurs. Superman comprit que l'effet de masse était la clé. Alors qu'ils s'envolaient, Lois et Hawkman discutèrent vivement. Elle lui rappela qu'il devait rester vigilant, qu'il fallait qu'il sache qui il était et quel acte il avait accompli. Hawkman, persuadé que Superman allait mourir, s'élança à l'attaque. Le parasite l'absorba instantanément, triplant de volume et s'emparant de Hawkman. Ce dernier fut assailli par des visions cauchemardesques de toutes ses victimes. Puis, l'image de Superman sous les traits d'un enfant apparut dans son esprit. Il lui fit comprendre qu'il était lié à tous les êtres vivants de la ville et que Hawkman n'était pas seul dans son combat. L'enfant lui parla directement, tandis qu'il rassurait tous les habitants. Il avait un message spécial pour Hal. Dans le monde réel, le parasite explosa, libérant tous les captifs. Hawkman, stupéfait, demanda comment Superman avait réussi. La réponse fut simple. Je suis Superman. Au Pakistan, Ra's al Ghul accepta de partir avec Talia, laissant derrière lui le livre de Superman et des excuses. À Metropolis, le héros ramena les habitants chez eux, puis récupéra les vestiges du parasite, une minuscule créature tenant dans une boîte à chaussures. Il expliqua à Lois et Jimmy qu'il s'agissait d'un extraterrestre volé par Brainiac et exploité par Lazarus. Il le gardait dans une forteresse kryptonienne construite dans sa grange jusqu'à ce qu'il puisse le renvoyer chez lui. Hawkman, impressionné par cet exploit, tenta de témoigner son respect. Superman, distant, refusa et lui rappela ses paroles à l'intérieur du parasite. Rien ne pouvait lui échapper. Sa force et sa vigilance étaient sans limite. Hawkman acquiesça et Superman le mit en garde pour ses maîtres. Il n'était pas à vendre, puis il s'éleva dans le ciel, laissant Hawkman informer Talia qu'un problème venait de naître. Dans le Missouri, Brainiac, impitoyable, massacrait les proches de Lex Luthor lors de sa fête d'anniversaire, le forçant à assister à l'horreur. Il lui conseilla de profiter de l'occasion pour se rendre intéressant avant de disparaître, laissant Lex dévasté. Retournons un peu dans le passé. Il y a 3000 ans, dans l'Égypte antique, un vieil esclave Kandaki s'effondra d'épuisement dans les champs du pharaon. Les contremaîtres, indifférents à sa fatigue, le frappèrent et l'ordonnèrent de retourner au travail. Un jeune orphelin nommé Tef Adam s'interposa, criant qu'il devait le laisser tranquille. En représailles, les hommes le rouèrent de coups, tuant le vieil esclave sous les yeux de l'enfant. Cette nuit-là, une mystérieuse étrangère s'introduisit dans le camp et parla aux esclaves. Un jour, un sauveur se lèverait, renverserait les tyrans et inaugurerait un âge d'or. Elle le décrivit comme un être unique, aux yeux de feu et à la force inimaginable, capable de marcher parmi les nuages tout en portant la poussière de sa terre natale. Tef Adam, écoutant ces paroles, décida de ne pas attendre ce sauveur. Il deviendrait lui-même celui dont le monde avait besoin. Fuyant le camp, il pénétra dans le Desret, la Terre Rouge, un désert inhospitalier où aucun homme ne survivrait. Il chercha un ancien sorcier, censé exaucer les vœux, mais ne trouva rien. Une tempête de sable le menaçait de mort. Furieux, il cria que les légendes et les dieux n'étaient que mensonges, destinés à apaiser les humbles, et implora le sorcier de le foudroyer s'il se trompait. Soudain, un immense crâne métallique apparut dans le ciel. Un vaisseau du collectif Brainiac pris pour le sorcier par Tef Adam. L'entité lui ordonna de partir, mais l'enfant refusa, hurlant qu'il serait le sauveur du monde, quoi qu'il en coûte. Intrigués par sa rage et son ambition, les deux membres d'équipage le téléportèrent à bord et décidèrent de lui accorder le pouvoir qu'il désirait. Trop faible pour survivre à leur augmentation habituelle, Tef Adam fut exposé à une boîte du père découverte dans un trou noir, observant ses effets sur lui. Des millénaires plus tard, Jimmy Olsen contacta Superman depuis sa ferme grâce à une montre en pierre solaire offerte par le héros. Il lui confia son insatisfaction au Daily Planet et ses relations tendues avec ses collègues. Superman lui rappela qu'il avait de la chance d'avoir Lois à ses côtés. Jimmy expliqua qu'elle ne s'était jamais présentée à son entretien. Superman tenta alors de joindre Lois sur sa montre, mais elle refusa de répondre. En réalité, elle s'introduisait dans le siège abandonné de Lazarus Corp, ayant trouvé la trace des Al Ghul. Superman comprit immédiatement sa mission, tuer Talia Al Ghul. Il tenta de la dissuader, mais elle abandonna la montre et poursuivit sa mission. Au sous-sol du bâtiment, Talia conduisit Ra's al Ghul jusqu'à la dernière fosse de Lazare. Il lui demanda si c'était la seule restante et elle confirma. À la surprise de Talia, il commença à la réduire en miettes à main nue, expliquant qu'il souhaitait expier ses erreurs. Ra's avoua que Superman lui avait ouvert les yeux et qu'il voulait corriger son plus grand péché, sa façon de traiter Talia. Furieuse, elle le menaça de son épée et ordonna qu'il entre dans la fosse pour retrouver son état antérieur. Pendant ce temps,
Au niveau du sous-sol, l'escouade des pacificateurs de Talia tenta de l'appeler, en vain. Une silhouette mystérieuse surgit alors de l'ombre, vêtue d'une combinaison de soudeur et armée d'une masse. Les pacificateurs ouvrirent le feu, mais la silhouette intercepta les balles et les renvoya. Elle les frappa avec précision, sectionnant leurs lignes électriques et les immobilisant. Lorsqu'on lui demanda qui il était, il répondit simplement « le fils de pute qui l'a construite ». Dans la cave, Raz supplia Talia de retirer la boîte père à Superman. Elle refusa, exigeant qu'il tue Lois. S'ensuivit une lutte autour de l'épée jusqu'à ce que le soudeur frappe Raz dans le dos. Superman, rassemblant toutes ses forces, repoussa la boîte père d'un coup de poing. Celle-ci s'écrasa contre un sarcophage et explosa. Du débris surgit Tef Adam, désormais transformé en le puissant roi Shazam, prêt à affronter le monde avec la puissance qu'il avait toujours désirée. Il y a des années, John Henry Irons travaillait dans un abattoir pour un salaire inférieur au minimum légal. Contraint d'utiliser un marteau pour abattre les animaux en raison de panne d'équipement, il exécutait une tâche brutale malgré son intelligence exceptionnelle. Ancien concepteur du casque Peacemaker et bénéficiaire d'un contrat promis par Lazarus Corp, Irons avait pourtant été relégué à des réparations de fortune et à l'entretien des machines défectueuses, allant jusqu'à réparer gratuitement les biens de ses collègues. Refusant d'être payé, il survivait dans l'ombre d'un système qui ne reconnaissait pas son génie. Aujourd'hui, il se présentait comme l'incarnation du rêve américain, les mains couvertes de sang, prêt à abattre une vache à coups de marteau. Dans le présent, Irons se trouvait dans les sous-sols du siège de Lazarus Corp, déterminé à tuer Ra's al Ghul. Cela faisait des années qu'il préparait cette vengeance avec précision, mais son plan fut bouleversé lorsque le roi Shazam fut libéré de son sarcophage au moment même où il atteignait sa cible. L'entité ancienne, désorientée, exigea de savoir combien de temps il avait été enfermé. Lois Lane, confuse, demanda qui il était, tandis que Superman, encore affaibli par les effets de la boîte du père, peinait à comprendre sa langue. Irons identifia alors le dialecte, un moyen égyptien ancien, vieux de plus de 4000 ans. Horrifié, Ra's al Ghul se tourna vers Talia et exigea des explications. Elle répondit froidement qu'il avait perdu son temps avec Superboy alors qu'un bien plus grand pouvoir se trouvait sous leurs pieds. Raz reconnut alors qu'il pensait pouvoir contrôler Superman, mais que le roi Shazam, lui, était incontrôlable. Le roi Shazam, submergé par la douleur de ses sens, hurlait face au chaos du monde moderne et exigeait de comprendre ce qui lui était arrivé. Superman tenta de l'apaiser, mais il fut frappé d'un seul coup de poing monumental. Le choc projeta le Kryptonien à plus de 1700 km, l'écrasant dans un champ du Wyoming. Irons comprit alors que même avec ses réflexes surhumains, Superman n'avait rien vu venir. Toujours furieux, le roi Shazam réclama des réponses sur le monde et sur ceux qui l'avaient trahi. Raz tenta de convaincre Talia de fuir avec lui, mais elle resta focalisée sur la boîte du père et sur son père lui-même. Raz se tourna vers Irons, reconnut qu'il ignorait tout de lui, mais qu'il acceptait son jugement. Irons, partagé, hésita un instant à lever son marteau. Pendant ce temps, Adam se concentra sur Talia, qu'il considérait comme détentrice de la boîte du père. Il la maîtrisa grâce à son manteau de sable noir et exigea de savoir qui l'avait trahi. Raz attira son attention en lui parlant dans son ancien langage et lui révéla qu'il avait autrefois supervisé la conservation de son tombeau. Il lui a appris que son règne n'avait duré que 8 jours, il y a plus de 3 millénaires. Cette révélation troubla profondément Adam. Raz tenta alors de plaider sa cause, affirmant avoir compris que le monde était corrompu et qu'il cherchait désormais à expier ses fautes. Mais le roi Shazam rejeta ses paroles, estimant qu'il ne s'agissait que de mensonges. Dans un accès de rage, il utilisa son manteau de sable noir pour exécuter Ra's al Ghul sous les yeux horrifiés de Talia. Furieux, Superman revint et attaqua Adam de plein fouet, traversant le bâtiment. Mais le roi Shazam le repoussa à nouveau, avec une décharge d'éclairs, s'interrogeant sur l'identité réelle de son adversaire. Il reconnut alors un écho d'une ancienne prophétie et demanda à Clark qu'il l'avait créé à son image. Projetant Superman à travers le siège de Lazarus Corp, Adam provoqua l'effondrement du bâtiment. Irons, Lois Lane et Talia se retrouvèrent piégés sous les décombres. Superman intervint in extremis, les sauvant tous les trois avant de retourner affronter Adam. Il déposa Talia prisonnière des structures d'acier effondrées, puis s'envola sans attendre les explications de Lois. À l'extérieur, le roi Shazam dominait Metropolis, entouré d'éclairs destructeurs. Superman tenta une nouvelle fois de lui parler, expliquant qu'il ne cherchait pas à se battre et s'excusant pour son passé ancien. Mais Adam rejeta ses paroles, affirmant que le monde n'avait pas changé et que la violence restait seule vérité. Il se comparait à un sauveur jadis emprisonné pour avoir voulu libérer l'humanité. Alors que la confrontation atteignait son paroxysme, John Henry Irons, jusqu'à-là en retrait, observa la scène. Face à l'arrivée des forces de police, il déclara calmement avoir construit son armure et son marteau seul avant de s'élancer dans les airs. Malgré l'écart de puissance, il affirma qu'il ne se battait plus pour tuer, mais pour sauver. Il frappa alors le roi Shazam en plein visage, entrant à son tour dans la bataille aux côtés de Superman. Le combat devint une guerre totale à travers les cieux du monde, atteignant des vitesses hypersoniques et traversant continents et tempêtes. Même Gotham assista, silencieuse, à la collision des forces titanesques. Finalement,
Superman s'écrasa sur une plage inconnue, tandis que le roi Shazam proclamait avoir accompli sa prophétie et refusait toute opposition. Il frappa de nouveau Clark, qui riposta en libérant une vision thermique déchaînée. Pendant ce temps, Irons peinait à se relever, déterminé à continuer le combat malgré ses limites humaines. C'est alors que Hawkman fit son apparition, entrant à son tour dans la guerre des surhommes, sa masse de métal neuf, prête à frapper. Et voilà les amis, nous arrivons à la fin de l'histoire. Pour l'instant, il y a 19 comics. Bien sûr, dès que d'autres sortiront, nous continuerons. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez apprécié cette confrontation entre Superman et tous ses adversaires. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'histoire, quel a été votre moment préféré et ce que vous attendez par la suite. Je prends toujours le temps de lire vos théories, vos avis et vos interprétations. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de booster. Et sur ce, nous on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez soin de vous et de vos familles. Peace out.